Voilà, c'est parti. Donc, une chose très importante pour les cours en distanciel, c'est que je ne peux pas voir votre tête. Du coup, en classe, même quand vous me dites rien, quand je vous pose une question, si je vous demande si vous avez compris et qu'il y a un grand silence, je peux voir si vous vous dites rien parce que vous êtes en train d'écrire et de faire l'exercice, ou si vous dites rien parce que vous avez rien compris, rien qu'à votre manière d'être. Ici, je sais pas vous voir. Surtout, vous avez vu, j'ai demandé d'activer la caméra. Il y en a un qui l'a fait. Bon, c'est pas un problème, hein, mais je sais pas juger en temps réel si vous suivez ou pas. Donc, surtout, à la moindre hésitation et même au moindre problème technique, hein, si à un moment on m'entend pas bien ou quoi, interrompez-moi. Il faut que ce soit encore plus actif en classe. Sinon, moi, j'ai vraiment l'impression de parler tout seul aussi. C'est horrible. Donc, parlez, prenez la parole, posez toutes vos questions. C'est le but, sinon on vous mettrait juste une vidéo de moi qui parle. Ici, il faut qu'il y ait un peu d'interaction. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps à se lancer au début, mais n'hésitez vraiment pas. Et comme je dis, tant que le cours n'est pas commencé, vous pouvez aussi profiter de ces moments où vous êtes ensemble, en classe, entre guillemets, pour papoter. Typiquement, vous faites ce que vous voulez, hein, mais typiquement, vous pouvez arriver 5 minutes avant le début du cours, commencer à papoter. Ça me dérange pas du tout, j'arrive. Et puis quand je suis prêt, je t'estime qu'il est l'heure, je vous demande de faire un peu de silence et on est parti. Mais voilà, essayez. Vous allez passer 2 mois sans voir personne de l'école, entre guillemets. Bon, normalement, c'est jusqu'au 16 novembre, mais j'avoue, j'y crois pas trop. Euh, Essayez de garder un maximum de contact parce que si vous êtes content de venir en classe, de voir les amis et tout, bah, ce sera beaucoup plus facile que c'est un jour où vous aurez cours à 8h30 et tout ce que vous avez envie, c'est de vous poser, de regarder une série et d'oublier le cours. Voilà, ça c'est mes petits conseils. Et si vous avez des idées, on n'est pas des experts du cours en distanciel pour rendre les choses plus chouettes, plus interactives. Vraiment pas à nous en faire part. Moi, ça m'intéresse, comme je le dis toujours, je fais le cours pour vous. Donc ça m'intéresse pas de parler tout seul derrière mon écran, ça m'intéresse si ça vous parle, justement. Monsieur, donc il n'y aura pas d'interro. Alors, justement, voilà, on va parler maintenant de l'interro. Alors, l'interro, elle est reportée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on peut l'organiser en présentiel, on la fera. Sinon, on l'oublie. Et le Alors, moment, on oublie, on le fait plus. voilà, elle compte plus. Ah, ok. On l'oublie. Ce qui veut Même chose, dire, ça veut dire en janvier, ce sera 100% mécanique. C'est ça. non, ça aurait pu être ça, mais non. Du coup, voilà, on se retrouve avec 30% qu'il faut choisir ce qu'on fait avec. Ce qu'on a décidé avec les collègues, c'est que sur Moodle, vous avez les activités avant tout ça. Ceux-ci sont les chapitres. C'est le SI, l'algèbre vectorielle. On a vu aussi la statique et la cinématique qui n'est pas encore mise sur Moodle. Ça, c'est ce qui est avant tout ça. Et il y a ce qui est après tout ça, donc en confinement en fait, hein. C'est-à-dire, ce qu'on va déjà commencer maintenant en fait, enfin la fois prochaine plutôt, la dynamique et l'énergétique. Ce qu'on a décidé avec les collègues, c'est de dire que ceci comptera pour 2 points bonus. Donc tout ce qui est sous Moodle actuellement, plus encore ce qu'on va rajouter sur la cinématique. Les points bonus, ça veut vraiment dire vous le faites pas, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas d'avantage, mais vous n'avez pas de désavantage non plus. Ce qui est là, ce sera la cotation permanente. De 30% de la cote. Sachant que si on peut faire l'examen
l'interrogation en présentiel, alors on fera sans doute un mix des deux. Peut-être que ceci vaudra pour 15%, ceci pour 15%, ça on ne sait pas encore. J'avoue qu'on n'y a pas fort pensé parce qu'on est quasi sûr qu'on ne pourra pas revenir en présentiel. Et donc, il y a de très fortes chances que ceci ne se fasse pas. Alors, du coup, vous voyez qu'ici, les points bonus et la cotation permanente, ça n'a pas le même impact. La cotation permanente, si vous la ratez, vous avez déjà 0 sur 30 à cette partie-là. Et donc, on va être beaucoup plus gentil pour la cotation permanente que pour les points bonus. Pour les points bonus, jusqu'à présent, on vous demandait de réussir des exercices compliqués, souvent, parfaitement, pour vous forcer à vous poser des questions, à venir discuter avec nous, etc. La cotation permanente, c'est parce qu'après tout ça, vous aviez 3 heures de cours. Et donc, par semaine, vous aurez 2 heures de libre et une fois 2 heures de live. Et votre libre, ce sera de faire des activités sur Moodle. Des activités vraiment pas à pas, où on vous guide. Le but, c'est que vous y arriviez. Et donc, de vous mettre des petites vidéos, des petits exercices simples, quasi les mêmes que dans la vidéo, pour vous mettre en confiance. Et comme ça, en live, on répond à vos questions. Sur le livre. Et en plus, on fera 1 ou 2 exercices ensemble. Je vais mettre de type examen, donc plus compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez censé avoir acquis les bases. Vraiment, par exemple, si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo juste sur les plans inclinés. Dans cette vidéo, je faisais plein d'exemples avec des plans inclinés, puis après on vous demandait de faire des plans inclinés. Bah, imaginons que le livre, ce soit ça, encore un peu plus didactique, encore un peu plus étape par étape. Et en live, je vais faire un exercice compliqué. Par exemple, ce qu'on avait fait avec la masse sur le plan incliné avec les 2 poulies. Vous vous souvenez, on avait quelque chose comme ça. J'avais une masse ici, il y avait une poulie là et une poulie ici. Bah, pour pouvoir profiter de cet exercice-ci à 100%, on s'attend à ce que vous ayez fait le libre. Et donc, le libre, comme vous avez quand même 2 heures de moins de mécanique par semaine, vous allez avoir des semaines un peu plus light. C'est vraiment important pour nous que vous le fassiez. Et donc, il va compter pour 30% de votre code final. Donc, si je résume, vous allez avoir un examen en janvier. On verra s'il est en présentiel ou distanciel. Ça, on ne sait pas. Il faut chaque fois attendre les décisions politiques. Cet examen, a priori, compte pour 70%. Les 30 autres pourcents, ce sera votre travail hebdomadaire hein, que vous préparez en libre. Et à ça peuvent s'ajouter 2 points bonus. Ça, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire sous Moodle et que vous pouvez continuer à faire. Voilà, l'interrogation pour l'instant elle est reportée, c'est-à-dire on attend quand même de voir un peu. Imaginons qu'on puisse revenir le 16 novembre, alors on va l'organiser le plus vite possible. Bon, vous serez prévenu à temps hein, pour avoir le temps de préparer, mais si on ne peut pas revenir suffisamment tôt, alors on la laisse tomber, c'est sans doute ce qui arrivera. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou d'autres questions? Ouais, monsieur, pour les 30% que vous avez dit pour le travail hebdomadaire, comment vous allez faire pour coter et tout, pour savoir si on a bien fait ou... Ça va dépendre des activités. Mais je pense que je regarderai juste si les activités ont été tentées. Et donc là, il faut qu'on se mette d'accord avec les autres collègues. Qu'est-ce qu'on appelle une activité tentée? Est-ce que c'est juste l'avoir ouverte, ce qui me semble un peu peu, ou est-ce que c'est juste avoir une cote minimale? Tu vois, pour l'instant, pour les points bonus, on demandait d'avoir 10 sur 10. Ici, on pourrait peut-être demander d'avoir 3 sur 10 pour se dire la personne a tenté, mais voilà. Ça, je verrai exactement activité par activité. Ça dépendra peut-être aussi. Si j'ai quelque chose de compliqué, on mettra peut-être juste l'ouvrir. Si j'ai quelque chose de très simple, faire 100%. Mais ce sera beaucoup plus gentil que pour les points bonus. Et monsieur, Oui.
Pour la cotation permanente, vous avez dit on doit regarder des vidéos et puis après faire les mêmes exercices, c'est ça? Oui. Et ça sera les mêmes. Disons que ce sera suffisamment proche pour que normalement vous puissiez y arriver juste avec les vidéos. Alors qu'il y a des D'accord. exercices qu'on fait en cours où clairement il faut que enfin, vous avez très peu de chances d'y arriver. D'accord. L'idée est que je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible quand on est chez soi à travailler seul que d'être bloqué à un moment. Parce que alors ça enlève toute la motivation, on était parti, on s'était installé, et puis au premier exercice, paf, on sait rien faire. Et donc notre idée est de faire quelque chose un peu crescendo. Une petite vidéo, et puis un exercice, puis une deuxième vidéo, puis un exercice. Et tu vois que ça est chaque fois un peu plus compliqué, de plus en plus difficile. Et c'est là que je disais peut-être que cet exercice-ci, je vais demander que ce soit fait parfaitement, celui-ci peut-être à 50%, et ainsi de suite. Et puis lors du live, on fait un exercice de plus haut niveau. Donc, monsieur, on aura un examen après, en janvier alors. Oui. Et Et cet ça examen, je ne sais pas du tout vous dire comment il sera organisé. Si on peut, en présentiel, ce sera exactement comme vous avez vu pour les révisions des feuilles avec 4-5 exercices, un sur chaque chapitre, grosso modo. Si c'est en distanciel, on verra. Moi, je me demande même si on pourrait pas faire 100% des oraux, mais on verra. Monsieur, Oui. s'il y aurait une interro, on aurait combien de temps? Euh, pour, tu veux dire pendant l'interrogation, la durée de l'interrogation? Oui, c'est ça. L'interrogation cette année-ci, c'était prévu pour 1 heure et demie. Et Monsieur, mais l'examen pour 2 heures. 1 heure et demie, c'est pas peu ça? Parce qu'aujourd'hui, on est cours en continu. Moi, j'ai pas eu le temps de finir. On avait 1h15. On a eu le test de cours en continu. Aujourd'hui, on a eu Ouais, pas franchement, du tout autant, monsieur. Ouais, on n'a là, il pas faut eu voir le avec temps, votre hein. prof. Il faut voir avec votre prof de cours continu. De manière On générale, va pas avoir plus de temps, monsieur. Il s'en fout, hein, monsieur, il a rien à faire. ouais, là, je sais pas parler pour eux. De mes cas, je sais bien que souvent il y a du mal à finir, mais que normalement ça va. En soi, la durée, c'est pas important. C'est juste si c'est 1 heure et demie, on fait plus court que si c'est 2 heures, c'est tout. Donc c'est quasi même bénéfique pour vous d'avoir 1 heure et demie. C'est que vous avez un peu moins d'exercice. Mais là, je sais pas parler pour les autres profs. Je sais pas du tout parler. Là, ce qu'il y avait sur Moodle pour s'entraîner, ce qui était les révisions, ça c'était prévu pour 2h15. Et donc, à vous d'essayer de me dire si en 2h15 ça vous semblait trop court, trop long. Monsieur? Euh, Vas-y, vas-y, je t'écoute. Monsieur, les tests sur Moodle, sur les premiers chapitres qu'on a vus, on peut encore les faire? Oui, 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 oui. Ça restera plus ou moins au moins jusqu'à Noël. Ah, ok. Ouais. Mon idée, c'est que si à un moment vous les faites, que ce soit pour préparer l'examen ou pour réviser pendant l'année ou quoi, moi, je vous conseille de le faire le plus tôt possible, mais il reste tout le temps ouvert. Si jamais on décidait de le fermer, on va pas vous faire un sale coup de dire attention, on le ferme ce soir, hein. On vous dira dans 2 semaines, on les ferme ou quelque chose comme ça. Et monsieur, c'est possible de les laisser pendant toute l'année, genre, On pour verra. réviser, parce qu'à l'examen. À mon avis, ce qu'on fera, c'est qu'à un moment, je vous dirai, je fais en fait, moi, j'ai tous les résultats de vos tests. Et donc, je vous dirai, à un moment, je vais imprimer tous les résultats de vos tests. Je laisserai les tests accessibles, mais à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus gagner de points bonus. Donc, vous pourrez les refaire, mais il n'y aura plus de points bonus à gagner. Je les calculerai avec le moment où j'ai arrêté les points bonus. C'est quand même bien, hein, quand même, on s'entraîne. Oui, c'est ça. Bah, surtout aussi pour ceux qui auront malheureusement une seconde session, ça permet de continuer à s'entraîner. Donc, à mon avis, je les fermerai jamais. Je dirais juste à un moment, voilà, là, je vais inventer, mais le 5 janvier, je vais aller chercher tous les points bonus pour les calculer. Et donc, peu importe que vous le fassiez ou pas, ou après ou avant, les points ils sont arrêtés le 5 janvier, par exemple. Et à mon avis, ce sera plus ou moins dans ces dates-là, juste au début de la session ou quelque chose comme ça. Ok. Imaginons que je dis que j'arrête le 5 janvier et vous me dites, ah mais monsieur, moi je comptais le faire le 6, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre le 6? Je mets le 6, hein. C'est pas strict, strict, strict non plus. Mais on verra la date exacte une fois qu'on aura l'horaire de la session.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Donc, l'organisation? monsieur, ce que j'ai compris là maintenant, vu qu'on va plus avoir cours en présentiel, on va avoir chaque fois des vidéos pour nous aider à faire des exercices. Bah, tu vas avoir les deux. Tu vois, tu vas avoir 2 heures de travail à domicile. Et puis tu auras 2 heures comme maintenant, où je suis là pour répondre à vos questions, pour faire des exercices plus compliqués. Donc ce sera oui, plus de travail à domicile. Je dirais que tu devras avoir peut-être 40 minutes de vidéo et 1h20 d'exercice à faire. Et après 2 heures de live dans la semaine. D'accord. Ça va? Voilà, on verra comment ça se passe aussi. Euh, Moi, c'est important que vous sachiez que pendant votre libre, si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, qu'en écoutant les vidéos, en essayant les exercices, ça marche pas, vous comprenez pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'au live pour poser vos questions. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, on peut se papoter sur Teams ou quoi, et je viens répondre à votre question à ce moment-là, comme ça vous êtes débloqué. J'ai vraiment envie que, vous voyez ici, vous avez 2 heures de cours en moins, bah, que vous vous dites que vous avez donc vraiment 2 heures prises pour mes cas, pour travailler, pour préparer tout ça. Euh, et donc ne restez pas bloqué. Si jamais les vidéos vous suffisent pas, vous m'appelez et on discute à ce moment-là. Si jamais j'ai beaucoup de questions, alors peut-être que je demanderai à la directrice si je peux pas avoir 1 heure de plus de live par semaine ou quoi. Ce qui pour l'instant elle a refusé, mais s'il y a vraiment une demande, ça doit pouvoir se trouver. Ok. Monsieur, et c'est comme ça pour tous les cours? Non, c'est juste comme ça. Enfin, pour tous les cours de mécanique, mais pour les autres cours, je ne sais pas. Là, chaque prof va vous présenter ce qu'il compte faire ou pas. Monsieur, Oui? vendredi, on aura un cours live avec vous, mais juste après ça, en fait, on a un test de connectique domestique, mais c'est à l'école, en fait. On devrait aller alors. Parce que notre groupe n'en a pas passé. Donc, du coup, je sais pas quoi faire. Et c'est à quelle heure ton On a un cours live avec vous de 10h45 jusqu'au 12h45. Et après ça, de 14h45 jusqu'au 18h, ben, on a connectique domestique et ça montre que c'est à l'école, en fait. Ok, bah ça je suis pas sûr, mais à mon avis ce sera à l'école. Tout ce qui est laboratoire, Donc, on doit quand ça même va. aller avant vendredi, c'est ça? Oui, si c'est toujours dans votre horaire, Mhm. ça vaut peut-être la peine de confirmer avec votre professeur, mais normalement si c'est toujours dans l'horaire et comme c'est un labo, ça peut être en présentiel. Ça va, merci. Voilà. Ok, bah je vous propose d'avancer dans le cours de mécanique. Mais c'est bien, hein, là vous posez toutes vos questions, n'hésitez vraiment pas, interrompez-moi. Posez-moi. Et voilà, pas besoin d'écrire dans le chat, hein, vous m'interrompez, vous dites monsieur. Exactement comme en classe, hein. En classe, je vous demande pas de m'envoyer une lettre pour parler. Ok. Alors aujourd'hui, on va terminer la cinématique avec quelque chose qui est en fait un mélange de cinématique, de dynamique. Donc vous me demandez si vous êtes en retard. Ben, Monsieur Van Larbeek a déjà fini la cinématique, mais il n'a pas vu ça par exemple dedans. Donc on voit les choses pas toujours dans le même ordre. Et c'est là que je vous disais, vous pouvez aller voir ce que font les autres dans leur live, mais vous allez peut-être tomber sur des choses qu'on a fait il y a 3 semaines, qu'on va faire seulement maintenant et inversement. Monsieur, Oui. vous voyez la fois passée quand vous avez eu cours en classe, moi j'étais en quarantaine, je n'ai pas pu y aller en fait. Et du coup, je sais pas si vous avez mis des slides sur Moodle ou bien On est c'était un le peu en cours sur. retard. On est un peu en retard, mais ça va arriver. Il y a déjà pas mal de choses qui sont dessus, mais ça va arriver. Ok. Euh, Malheureusement, j'avais prévu d'avoir plein de temps cette semaine-ci, comme votre interrogation était prête et pour faire tout ça, et puis on m'a dit, ah, il y a des cours en distanciel, et, et il a fallu organiser, réfléchir avec les collègues, faire des réunions dans tous les sens, donc on a un peu de retard, désolé. Euh, mais ça va arriver. Si tu as des questions d'ailleurs, bon, on a terminé les notes hein, de cours où tu as les exercices sur Moodle. Donc s'il y a des questions là-dessus, des choses que tu n'arrives pas à faire, que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander, bah, soit ici en classe, il doit bien y en avoir qui ont des notes, soit tu peux me contacter en disant voilà, tel exercice, j'ai pas compris. Et je ferai une petite vidéo que je mettrai de toute façon sur Moodle, donc ce sera pour tout le monde. Ok, ça va.
Voilà, pas hésiter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'enregistre les cours aussi, hein. Comme on se doute qu'il va y en avoir de plus en plus qui seront malades. L'année passée, on avait des étudiants qui ont quitté un peu précipitamment chez eux parce qu'ils ont découvert que leur mère avait le coronavirus ou quoi et qu'ils voulaient pas être contaminés. Ils sont partis sans leur PC, sans leur batterie, sans... Et donc, c'est pour ça qu'on enregistre tout. Ainsi, on est sûr que si jamais vous ratez ce cours-ci pour une raison X, vous savez le resuivre. Ce sera moins chouette, hein, parce que tout d'un coup, c'est 1 heure et demie de quelqu'un qui parle sans pouvoir l'interrompre. Mais au moins, vous pouvez rattraper. Ok. Donc, pas hésiter si vous avez d'autres questions, hein. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce que c'est que l'accélération. On va aller vers l'accélération centripète, mais on va parler de ce que c'est l'accélération. Et donc, c'est une vidéo que j'ai déjà mise en fait sur Moodle, mais on est censé le voir en classe, donc je vais le revoir. J'aimerais bien d'abord parler avec vous de la vitesse. La vitesse, C'est quel chapitre, monsieur? là on est entre la cinématique et la dynamique. C'est un petit mélange, mais là pour l'instant on va dire qu'on est plutôt dans la cinématique, la fin de la cinématique. C'est les tout derniers exercices, mais ils vont arriver plus tard, hein. Donc la vitesse, c'est un vecteur. Alors c'est très important de savoir que c'est un vecteur. Ça veut dire que la vitesse, comme tous les vecteurs, elle a une norme qu'on va noter V et un sens et une direction. Et ça, je vais le noter, le vecteur unitaire selon V. Donc si j'ai ma vitesse qui va par là, par exemple, ça c'est mon vecteur V, vous voyez qu'il a une certaine longueur. Sa longueur, comme ça, c'est la norme, c'est V. Et sa direction, c'est donné par un vecteur unitaire dans la direction de V. Donc là, c'est juste une notation mathématique pour dire ma vitesse, elle a une longueur, par exemple 5 km/h, et une direction, un sens, par exemple, je vais à 20 km/h de Bruxelles vers Liège. Si mon vecteur vitesse change, par exemple, il va par là, ben, mon vecteur direction, il va toujours dans la direction de la vitesse. Donc, le vecteur 1v, c'est juste pour dire la direction de ma vitesse. Est-ce que c'est clair, ça? Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Ouais. C'est exactement comme quand on avait dit, ça c'est la direction de X, ça c'est la direction de Y, ça c'est la direction de Z. Ben, ici, on a la direction du vecteur vitesse qui va changer tout le temps, en fait. C'est pas quelque chose de fixe, parce que mon objet, il peut tourner. Maintenant, j'aimerais bien vous parler un peu de l'accélération. L'accélération, c'est comment varie le vecteur vitesse. Et donc, il y a deux choses qui peuvent varier dans un vecteur vitesse. Il y a comment varie sa norme, et il y a comment varie son sens et sa direction. Donc l'accélération, ça va pas juste changer la norme. Ça pourrait juste changer la norme, hein, passer de 20 km/h à 30 km/h. C'est ce que vous entendez communément par l'accélération, hein. J'augmente ma vitesse, je diminue ma vitesse. Mais ça peut aussi faire tourner quelque chose. Celle qui varie sa vitesse, c'est ce qu'on appelle l'accélération tangentielle. Et l'accélération tangentielle, elle est selon le vecteur vitesse. Je vais expliquer ça avec un petit dessin. Si j'ai un bonhomme qui est en train de courir, alors je suis très mauvais en dessin, on dirait plutôt qu'il est assis là. Comme ça, hop. Si j'ai un bonhomme qui est en train de courir, ça veut dire que sa vitesse, elle va par là. Donc le vecteur 1v, il va par là. Si jamais je le pousse, alors
en dynamique, la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc, pousser quelqu'un, c'est lui donner une accélération. Ça, c'est un lien que vous devez faire tout de suite maintenant. Si je pousse quelqu'un, il accélère. Si je tire quelqu'un, il décélère. Et donc là, je le pousse, donc je lui donne une accélération qui est dans le sens de la vitesse. Mon accélération est dans le sens de v, donc il est selon ce vecteur 1v. Et donc, la norme augmente. Ça veut dire que, en gros, vous savez ça, si je suis en train de courir et qu'on me pousse dans le dos, ma vitesse augmente. J'étais à du 20 km/h. Imaginons, il y a un très fort vent de dos, je suis à vélo ou je cours même, hein. Il y a du vent de dos, je vais accélérer. Et là, ma direction ne change pas. J'ai une force qui me pousse exactement dans le sens qui m'intéresse. Ça marche évidemment dans l'autre sens. Si j'ai mon bonhomme qui court... Bon, là, je lui fais un peu trop de bras. Si j'ai mon bonhomme qui court, mais qui a une force qui le tire vers l'arrière, il va décélérer. Il va passer de 20 km/h, par exemple, à 15 km/h. Ça, c'est l'accélération qu'on appelle tangentielle. Monsieur, j'ai une question. Oui. Donc, le petit bonhomme, là, il a un poids. On est bien d'accord? Oui. Donc, si on pousse derrière le petit bonhomme, ça, on va dire le poids va le ralentir, non? Ou pas? Ou bien c'est la force avec laquelle on le pousse, c'est à cette vitesse-là, il va aller. Alors, en fait, le poids ici, il va pas jouer parce que ton bonhomme, il court sur le sol. Et donc, tu as le poids qui vient ici, mais tu as la réaction du sol. Et les deux s'annulent. Ah, Et d'accord. donc, selon Y, tu vois, il se passe rien. Maintenant, c'est sûr que s'il était en train de courir dans le vide, il serait en train de tomber, évidemment. Mais ici, il est sur le sol, donc selon Y, il se passe rien. Il y a juste selon X, où il reçoit une force. Cette force, elle n'est pas nulle. Tu vois, tu n'as pas la somme des forces qui vaut 0, tu as juste F. Et donc, il y a une accélération. Maintenant, cette accélération, elle peut avoir plusieurs effets. Ici, c'est une accélération qui est dans le sens de la vitesse. Elle a comme effet d'accélérer ou décélérer le bonhomme. D'accord. Maintenant, on va regarder un autre type d'accélération. Très bien, un m'interrompt comme ça, j'adore. Pas hésiter. On a un autre type d'accélération qui est ce qu'on appelle l'accélération normale. Normale, rappelez-vous, ça veut dire perpendiculaire. Donc, ça va être une accélération qui est perpendiculaire à v. Alors, je vais prendre un exemple. Ici, vous avez la Terre. Et là, vous avez la Lune. La Lune, comme vous le savez peut-être, elle est attirée par la Terre, avec une force qui est une force de la gravité, qui est donc égale à la masse fois une certaine accélération due à la gravité. Et ma Lune, si on regarde, en fait, elle est en train de tourner autour de la Terre, hein, comme ça. Donc, si on regarde sa vitesse, c'est une vitesse qui est tangentielle ici. Et on voit que entre ma vitesse et mon accélération, il y a un angle droit, c'est perpendiculaire, c'est ça qu'on appelle l'accélération normale. C'est la accélération qui est perpendiculaire, ça c'est le symbole pour perpendiculaire, à ma vitesse. Et bien, cette accélération-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne change pas la vitesse en tant que norme. C'est-à-dire, ma Lune, elle ne va pas commencer à tourner de plus en plus vite autour de la Terre. Sinon, ça ferait des siècles qu'on la verrait passer. Vroom, vroom, vroom. Ici, ma vitesse, elle a toujours la même taille de vecteur. C'est toujours le même vecteur VT en norme. Toujours, toujours. Mais par contre, vous voyez que ce vecteur, il change de direction. Donc j'aurai VT ici, puis VT ici. Et la norme est toujours la même, mais la direction change. Et donc on peut voir que l'accélération, elle a deux effets possibles. Elle peut être tangentielle ou normale. C'est pour ça que c'est très utile de décomposer l'accélération. Alors très souvent, on avait tout décomposé selon x, y et z. L'accélération, c'est sympa de la décomposer selon dans le sens de la vitesse et perpendiculaire à la vitesse. Alors si je devrais réécrire ceci,
l'accélération, c'est donc égal à l'accélération tangentielle dans la direction de la vitesse, plus l'accélération normale dans la direction perpendiculaire à la vitesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une voiture, vue de dessus, qui veut tourner comme ça, eh ben, l'accélération, il y a de fortes chances qu'elle soit comme ceci. Décomposons cette accélération. Alors ma vitesse pour l'instant elle est tangentielle comme ceci. Ça veut dire que j'ai la composante tangentielle de l'accélération. Oui. Je comprends pas ce que ça veut dire tangentiel en fait. Je sais pas compris ce que Alors signifie ici, tangentiel. tangentielle, C'est une hauteur, non, monsieur? c'est Enfin, la hauteur. non. Ici tangentielle, ça veut dire le long de la trajectoire. Alors quand tu vas en ligne droite, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de tangentielle. Mais ce qu'on appelle la direction tangentielle, c'est imagine que tu as quelque chose qui tourne comme ceci. Eh ben, la vitesse tangentielle, c'est celle qui est tangente à la trajectoire. C'est ça la vitesse tangentielle. D'accord, ok. C'est parce que quand tu as un cercle, tu vois la tangente au cercle, c'est la droite qui est ici. C'est D'accord. la droite qui est perpendiculaire au rayon. Donc quand tu vas en ligne droite, la tangente à la ligne droite, ben, c'est toi-même, donc ça n'a pas de sens. Mais dès que tu tournes, c'est pour dire, voilà, ça c'est une tangente, ça c'est une tangente, ça c'est une tangente. Ok, Ici, ok. il en a une, etc. Et donc tu vois Merci. ici, mon objet il est en train de tourner vers la gauche comme ça, mais ma vitesse elle est tangente, donc elle est la tangente à la courbe. Tu vois pas? Je vois, merci monsieur. Ouais, Elle est ok. perpendiculaire. Oui, c'est en quelque sorte. Donc ici je décompose, mais donc tangentiel c'est vraiment pour dire selon la vitesse, dans le sens de la vitesse. Et donc ici j'ai décomposé mon vecteur A en accélération tangentielle et accélération normale. Ça veut dire qu'il va y avoir deux effets. Celui-ci, il fait tourner la voiture. Et celui-ci, il ralentit la voiture. D'accord? L'accélération, le vecteur accélération, il peut avoir deux effets. Un, c'est de faire tourner. L'autre, c'est de faire accélérer et ralentir. Ici, on est dans un tournant. Donc, souvent, dans un tournant, on décélère. Ça va être le AT. Et en plus, on veut tourner. Ça va être le AN. D'accord pour tout le monde? Oui. Ouais. Alors ça, Il y a deux effets. il y a deux effets. Souvent, tu as une seule accélération hein, qui est due ici par les pneus sur la route, mais que tu peux décomposer vraiment en un truc qui fait que tourner et un truc qui fait que ralentir. Un autre exemple que je prends de temps en temps, c'est imaginer que j'ai un bonhomme qui court par là, et puis qu'il aimerait bien faire un tournant très serré. Souvent, alors je ne sais pas à quel point vous aimez courir vite, hein, mais si vous voulez pas perdre trop de temps et vous aider à tourner, si jamais il y a un poteau ici, vous pouvez arriver et vous accrocher avec votre bras au poteau pour vous aider à tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Je cours, puis je mets ma main sur le poteau et hop, je m'accroche pour tourner. C'est pour éviter de prendre un grand cercle, monsieur, non? Bah, en fait, si tu veux tourner plus vite, ça on va le voir, il faut qu'il y ait une accélération. Il faut qu'il y ait une force qui t'aide à tourner. Alors la force, normalement, tu peux la mettre avec tes chaussures qui vont t'empêcher de glisser sur le sol, mais c'est pas suffisant si tu veux tourner très fort. Ça, on verra très bientôt pourquoi. Par contre, si tu veux tourner plus fort, il faut ajouter une force. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que tu t'accroches à un poteau pour augmenter la force. Tu tires avec ton bras pour t'aider à tourner. Et là, on voit bien que mon bras, il va être perpendiculaire à mon mouvement. J'étais en train de courir comme ça et je mets mon bras ainsi. Monsieur, Oui. l'exemple que vous avez donné sur la petite voiture, qu'est-ce qui le ralentit?
J'ai pas compris. Ici, c'était juste un exemple. Qu'est-ce qui pourrait le ralentir? Tu pourrais imaginer juste les frottements avec le sol, le fait que la personne Ouais. freine un peu, tout simplement, pour tourner. C'était juste Ouais. pour expliquer que dans la vie, c'est pas toujours l'un ou l'autre. Souvent, c'est un mélange des deux. Quand tu vas tourner avec ta voiture, tu vas ralentir, tu descends le régime moteur, donc tu as ton moteur qui rentre en frein moteur. Ok. Tu vois, imagine, voilà, tu arrives à un tournant, hop, tu descends une vitesse, tu rentres en frein moteur, et en même temps, tu tournes les roues, donc tu as une accélération qui est une décélération, en fait, due au moteur qui te ralentit, plus Mm. l'accélération du fait que tu as tourné les roues qui fait que tu tournes. Glissement, genre. Frottement, Voilà. pardon. Ouais, frottement, c'est ça. Alors, cette accélération normale, dans beaucoup de cas, elle fait tourner. Et on peut regarder, tiens, si j'ai un mouvement autour d'un centre, donc typiquement, si j'ai un mouvement de rotation comme ça, pas nécessairement un cercle complet, mais vous voyez qu'ici, je tourne autour d'un point. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération centripète. C'est l'accélération autour d'un point, monsieur. C'est l'accélération qui a tendance à me faire tourner autour d'un point. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, j'ai une accélération. Par exemple, si je reprends ma Terre avec la Lune, l'accélération ici que subit la Lune, c'est une accélération centripète. C'est une accélération qui a comme effet que ma Lune, elle tourne autour de la Terre. Et donc, mon accélération normale, en fait, c'est toujours une accélération centripète. Donc, ceci, c'est une accélération qui a tendance à me faire tourner, donc c'est une accélération centripète. Ça, c'est juste un nom. L'accélération normale, c'est l'accélération qui est perpendiculaire à la vitesse. L'accélération centripète, c'est une accélération qui a comme effet de me faire tourner autour d'un point, autour d'un centre, en fait. Vous voyez, il y a centre dans centripète. Ceci, alors là, je suis désolé, c'est une formule en plus à connaître. Ça vaut VT carré sur R. Ça, vous pouvez le voir différemment. Reprenons ma voiture. Si je vais très vite, ça veut dire que la vitesse tangentielle, donc la vitesse qui est comme ceci, est très grande. Ça veut dire que si je veux tourner, l'accélération que j'ai besoin va être très grande. Vous êtes d'accord avec moi? Comme AC c'est égal à VT carré sur R, si VT carré c'est un grand chiffre, par exemple 100 km/h, ça fait 100 fois 100, donc on arrive déjà à 10 000. L'accélération, elle doit être énorme. Monsieur, le R, il représente le rayon. Et le R, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Et monsieur, ça Alors, dépend aussi du rayon, alors non? et ça va dépendre, Si. voilà, du rayon ici. Si le rayon est grand, d'accord, un grand rayon, c'est par exemple si je tourne comme ça, d'accord? Alors mon accélération, elle doit être comment? Plus petite, non? Alors elle doit Non, être plus plus grande. petite. Elle doit être plus petite, elle doit être plus petite. Ici, regarde, si j'ai 1 divisé par 2, c'est plus grand que si j'ai 1 divisé par 1000. D'accord? Donc plus R est grand, plus le total est petit, puisque c'est au dénominateur. Ah, ok. Donc quand c'est au numérateur, plus c'est grand, plus l'accélération est grande. Quand c'est au dénominateur, c'est l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'inverse. Plus c'est grand, plus ça va être petit. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà un petit peu. Plus je vais aller vite, plus quand je vais tourner, il va y avoir beaucoup de force nécessaire. Rappelez-vous, accélération, c'est des forces. On peut parler de la force centripète. C'est juste la force centripète, F égale ma, mais avec l'accélération centripète. La force nécessaire pour avoir un mouvement circulaire, ça va être la masse fois l'accélération. Et donc, on voit que plus ma vitesse est grande, plus il va me falloir beaucoup de force pour tourner. Alors que plus mon rayon est grand, plus ça va être relax. Ça, c'est ce que vous connaissez peut-être, je ne sais pas à quel point vous conduisez, mais quand vous sortez d'une autoroute ou quoi, si vous prenez des tournants un peu trop forts,
bah, il vaut mieux prendre un tournant bien large. C'est souvent pour ça que c'est bien large aux sorties des autoroutes. Alors que si vous avez un petit rond-point à Bruxelles où vous faites du 30, on va se permettre d'avoir un rond-point où il faut fort tourner. Alors, j'ai juste une question pour vous, tant qu'on est dans les voitures. À votre avis, c'est quoi la force centripète? C'est quoi la force qui fait qu'on tourne dans une voiture? C'est les G, non? Alors, le G, c'est juste une unité. C'est pour dire la pression ressentie par 1 atmosphère, 2 atmosphères. Pas de- un, pardon, une accélération de la gravité terrestre ou 2 accélérations de la gravité. Enfin, c'est 10 mètres par seconde carré, 20 mètres par seconde carré. Ça, c'est 1 G, 2 G. Mais ici, vraiment, quelle est la force qui s'applique sur ma voiture? Vous voyez ici, j'ai une accélération. Action-réaction, non? Avec quoi? Centrifuge, monsieur. Alors, centrifuge, c'est la même chose que centripète. On y viendra un peu plus tard. L'action, c'est quand on tourne le volant, et la réaction, je sais Les pas. roues et le sol. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on tourne? Ce sont les Et les frottements. roues? Imaginez que j'ai ma roue. Donc, je vais avoir la route ici. Ça, c'est la route. Et imaginez que j'ai ma roue qui est dans l'axe de la route et qui tourne comme ça. Alors là, entre guillemets, il y a très peu de frottements. Ou s'il y a des frottements, ils viennent s'opposer au mouvement. Maintenant, imaginons que plus tard, sur ma route, je décide de tourner mes roues. Ce qui fait que mes roues, elles Ils vont vont frotter, non? bloquer la route. C'est ça, elles vont frotter. Et donc, je vais avoir ici une force de frottement qui va se mettre comme ceci. Et vous voyez que si j'ai ma voiture, ben, le fait que j'ai tourné mes roues, la force de frottement, elle change de sens. Et je vais me retrouver à tourner. C'est pour ça que c'est très important les forces de frottement et qu'on le voit. On n'a pas vu les frottements avec l'air parce que ça, tout ce que ça fait souvent, c'est ralentir le véhicule. Mais les forces de frottement avec le sol, c'est ce qui vous permet de tourner en fait. Si vous n'avez pas de frottement avec le sol, c'est ce qu'on appelle le verglas, hein, bah alors vous n'arriverez jamais à tourner. Vous allez tourner les roues, mais vos roues, elles vont continuer à glisser tout droit. Il n'y aura pas de force de frottement qui vont les faire tourner. Et donc, ici, Ça la veut dire, force... monsieur, Oui, Question. c'est Ah, comme vas-y. si les roues ils s'accrochaient, c'est ça? c'est Ou, ça, ah. c'est ça. Monsieur, à quoi qui change avec les pneus d'hiver si le verglas, il est là? Ben, rappelle-toi, la force de frottement, c'est μc fois n, d'accord? Et donc, plus μc va être grand, plus tes forces de frottement vont être grandes, d'accord? Ok. Et les pneus hiver, ils ont un plus grand coefficient de frottement. C'est pour ça qu'on les met pas en été, parce que s'ils ont plus de frottement, ça veut dire qu'ils freinent tout le temps ta voiture et donc tu vas consommer plus. Par contre, en hiver, tu aimes bien que ça accroche un peu plus. Parce que rappelle-toi, un coefficient de frottement, ça va toujours être entre deux surfaces. Donc il y a la route, ça tu peux y faire quelque chose, tu peux saler la route, tu peux changer le revêtement de la route, mais en hiver, voilà, il y a beaucoup de verglas, etc. On ne sait pas toujours saler la route à temps, donc on agit sur l'autre partie, le pneu. Le pneu, lui, ben, tu peux t'arranger pour qu'il ait de plus grandes rainures, qu'il soit dans une autre matière, pour qu'il accroche mieux. Tu vas consommer plus, mais ça va se contrebalancer avec les conditions générales d'hiver. Ok. Et c'est aussi quand il y a Monsieur, beaucoup, il y a beaucoup d'eau sur la route. Il y a moins de frottement ou plus de frottement? Il y a moins de frottement. Parce que là, c'est un peu comme si tu lubrifiais ta route. Tu vas créer... C'est comme si tu vas rouler sur de l'eau à un moment. Il va y avoir une petite fine pellicule d'eau qui va se faire entre l'asphalte et le pneu. Et au lieu d'avoir un frottement entre le pneu et l'asphalte, tu auras un frottement entre le pneu et l'eau. Aquaplanique, non? Voilà, exactement. Et c'est pour ces raisons-là que dans les pneus, on met des rainures. Pour que l'eau, au lieu de se mettre entre le pneu et le sol, rentre dans le pneu et se fasse évacuer vers l'arrière. Ce qui fait que ton pneu, les rainures vont être remplies d'eau, mais le reste de ta gomme va être sur le sol. monsieur, j'ai une question. Oui. Si jamais on a des pavés, c'est pas le même force de frottement que sur un bitume normal, non? Ou Oui, non, pour chaque surface, ça va être différent. ça va être différent? Par exemple, quelque chose qui est assez récent, enfin quand je dis récent, ça fait une quarantaine d'années, hein, mais maintenant on se fait de l'asphalte poreuse. C'est-à-dire que
Si vous regardez les vieux chemins de remembrement, vous avez des plaques de béton. Hein, donc dans la campagne, entre les champs, c'est des plaques de béton, ce qui fait que s'il pleut dessus, l'eau reste dessus. Si vous regardez les autoroutes, surtout les récentes, c'est de l'asphalte pour eux, c'est-à-dire que quand il pleut, bah, l'eau elle va s'écouler à travers l'asphalte. Il y a des petits trous dans le sol qui permettent à l'eau de s'infiltrer plutôt que de rester au-dessus. Et bah, avec chaque revêtement, ça va être différent. Par exemple, les pavés, tu sais que c'est très lisse. C'est pour ça qu'on fait plus ça. Tu glisses très fort sur un pavé. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu rien qu'en marchant sur une rue en pavé, à Ouais. quel point c'est casse-gueule. Et monsieur, par exemple, sur l'autoroute, on va dire il y a une voiture qui roule à 120 km et qu'il y a de l'eau. Mais l'eau va le freiner, non? Et il risque on va dire, de glisser, non? Oui, tu vois, le musset ici, il va être plus petit. Parce qu'avec le coefficient de frottement entre ton pneu et l'eau, il va être beaucoup plus petit. Et donc, dès que tu vas vouloir faire un coup de volant, ta voiture va beaucoup moins suivre parce qu'il y aura moins de force de frottement. Et donc, l'accélération que tu veux mettre, tu vois, l'accélération qu'il y a ici, quand je veux tourner avec ma force de frottement, ben, elle sera beaucoup plus petite. Et donc, tout d'un coup, toutes les sensations dont tu as l'habitude, le fait que quand tu donnes un petit coup de volant, tu changes de bande ou quoi, ben là, tu vas donner un coup de volant et tu vas avoir l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Ah ouais. Ça va? Donc, les forces de frottement, c'est vraiment ce qui explique la plupart des choses. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en profiter pour vous présenter autre chose. C'est la force centrifuge. Mais avant ça, reprenons un peu ma voiture. J'ai ma voiture ici, et imaginez que vous soyez passager dedans. Donc vous êtes là. Attendez, non, je vais prendre un autre exemple, ça va pas mal marcher ça. Vous prenez votre voiture, et dans le coffre, vous avez ici, hein, donc ça c'est le coffre, vous mettez une valise. Vous l'attachez pas. Je pense que vous avez déjà remarqué que quand vous roulez avec quelque chose dans votre coffre, vous entendez boum, boum, ça bouge de gauche à droite. D'accord? Tout le monde voit ce que je veux dire? Oui. Hein, donc ça va aller comme ça va faire paf, et puis ça va repartir par là, paf, etc. C'est surtout quand on tourne. C'est même exclusivement quand on tourne. Maintenant, je suis un passager ici. Imaginons que je tourne le volant, ce qui fait que, on vient de le discuter, il y a des forces de frottement avec le sol, il y a donc une accélération qui est centripète, ma voiture tourne. Mon bonhomme, imaginez par exemple que je saute juste à ce moment-là dans la voiture. Normalement, il devrait se retrouver ici. Rappelez-vous, s'il n'y a pas de force sur quelqu'un, il garde son mouvement. Et donc, si la voiture et le bonhomme allaient par là au début, là, j'exerce une force sur la voiture, qui est la force de frottement, qui fait qu'elle tourne. Là, comme il n'y a pas de force sur mon bonhomme, il continue en ligne droite. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, imaginez que ma voiture roule, et puis qu'elle fasse un crash. Ma voiture, elle va s'arrêter parce qu'il y a une force ici. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, non, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, le petit bonhomme il va continuer tout droit. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, ton bonhomme va continuer tout droit. Et donc ici, typiquement, il va se prendre le pare-brise. Mais, Et ça monsieur, va faire mal. Oui. genre, si je tourne la voiture et qu'il y a le petit bonhomme à côté de moi, je pars du principe que c'est moi qui conduis. Mais quand je tourne, il aura tendance aussi à tourner, non, ou pas? On va dire de se pencher vers moi, quoi. Ben voilà, ça justement, voilà. Vous savez que ce que j'ai dessiné ici, hop, ça vous l'avez jamais vu dans la vraie vie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui sort de la voiture tout d'un coup. Ouais. Du coup, ça veut dire que sur mon bonhomme, il y a aussi une force de frottement. Et à votre avis, c'est laquelle? La ceinture, non? Voilà, la plus grande force principale, c'est la ceinture, c'est les sièges aussi. Le fait que vous êtes posé. Si on met quelque chose dans le coffre, c'est pour ça qu'on va mettre des sangles pour retenir tout ça. Et rappelez-vous, l'accélération centripète, c'est VT carré sur R. Ça veut dire que la force centripète,
c'est la masse fois l'accélération centripète, c'est donc m vt carré sur r. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force qu'il faut, elle va dépendre de à quel point on tourne vite et à quel point on tourne sec. Sec, ça veut dire un petit rayon. Mais ça, vous le connaissez en fait. Vous savez bien que si jamais vous êtes sur l'autoroute et que la personne qui conduit change de bande, là on tourne super doucement. On va vite, mais on tourne super doucement. Vous ne sentez rien, grosso modo. Vous voyez la voiture qui bouge, vous n'avez pas l'impression que ça bouge. En fait, il y a des petites forces de frottement avec le siège, mais ça suffit pour vous faire bouger. Par contre, si tout d'un coup, quelqu'un est en montagne et décide de rouler un peu vite et prend un tournant très vite, très fort, là, vous allez sentir que vous allez partir à droite. Mais en fait, vous partez pas à droite. Ça, c'est juste une conception que vous avez. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Si je tourne très fort et très vite, mon bonhomme, la ceinture ne va pas suffire à faire des forces de frottement. Et pareil, les frottements avec le siège ne vont pas suffire. Et donc, qu'est-ce qui va arriver pour faire une force qui va vous ramener? Vous allez être coincé contre la portière. Et la portière, rappelez-vous, quand je suis sur une surface, j'ai toujours une réaction normale. Et donc là, vous allez avoir la réaction normale de la portière. La portière va vous pousser, c'est elle qui va faire que vous restez dans la voiture, en fait. S'il n'y a pas de portière, à ce moment-là, vous êtes parti. Monsieur, ça, c'est parce qu'on n'est pas accroché à 100% à la voiture. C'est parce que chaque fois que vous êtes accroché via une ceinture, mais tout ça, ça a des limites. Et donc, plus on va tourner fort, plus on va demander d'avoir une grosse force. Et quand je veux une grosse force, à un moment, au début, on va dire le frottement avec le siège suffit. Puis après, il faut la ceinture. Et puis après, même avec la ceinture, il faut des choses en plus. Tu sais, le conducteur, il est avantagé, non? Parce qu'il tient le volant. Voilà, le conducteur, il a les forces déjà du volant. Il est mieux assis parce que souvent, je ne sais pas si vous me voyez mimer, mais comme vous Oui, êtes on voit. assis plutôt au niveau des fesses et du bas du corps, vous êtes bien fixe en bas, mais le haut est libre. Et donc c'est pour ça que vous partez plus comme ça quand ça tourne. Mais lui, il est déjà tenu là. Et donc quand il va tenir, il va mettre un peu de force dans ses bras pour se tenir au volant en fait. Si vous avez envie de faire la même chose, vous pourriez, quand vous êtes dans un tournant fort, vous tenir au siège d'en face si vous êtes les enfants passagers derrière. Et là, vous aurez plus facile à gérer le mouvement. Donc là, monsieur, le poids, il compte ou pas? Il joue sur le mouvement ou pas? Alors le poids, il compte sans compter. C'est-à-dire que, tu vois, il joue ici, la masse. Mais il faut quand même se rendre compte que les forces qui sont ici, ce sont des forces de frottement. Et les forces de frottement, alors ça dépend si on est statique ou pas, mais si on est statique ou cinétique, dans tous les cas, c'est fois n. Et quand tu es assis, tu vois là, je suis assis dans un siège, et ben n, c'est égal au poids. Oui. Ici, ça va être égal à mu s ou mu c, ça dépend si on bouge, fois m fois petit g. Et donc tu vois que la force de frottement, c'est la même force qu'ici. Tu vas avoir tes masses qui se simplifient. Et donc, tout le monde dans la voiture va vivre la même chose. Que tu sois un petit enfant ou un grand adulte, la seule différence, c'est que le grand adulte, il sera plus haut. Et comme je t'ai dit, tu es plutôt bloqué au niveau de la taille avec ta ceinture. Et donc, il va y avoir plus un effet de levier. Tu vas avoir plus tendance à partir sur le côté qu'un enfant qui est beaucoup plus ramassé, tu vois, qui est beaucoup plus proche de l'endroit où il est tenu. Et donc, les forces sont différentes, mais comme toi, tu as plus de poids, il y a plus de frottement déjà de base. Oui, Le R, ça représente quoi? c'est le rayon avec lequel la voiture tourne. Tu pourrais Ah, imaginer ici, tu vois que ma voiture, elle tourne là, et donc que ceci, c'est le rayon. C'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. C'est très facile à voir quand tu as un mouvement parfaitement circulaire. C'est ça le rayon. Maintenant, parfois, on a des mouvements qui sont juste, tu vois, j'arrive et je tourne un peu. Et alors, tu vas imaginer ici un cercle qui se met comme ça. Et tu vois, ton rayon de courbure, il va changer à tout instant.
C'est ça le R. S'il vous plaît, monsieur, j'ai pas bien compris les M que vous avez simplifiés. Donc je disais, la force centripète, c'est la masse fois l'accélération centripète. Et donc, oui, si tu es plus massif, tu as besoin d'une plus grande force, puisque tu as ici. Mais la force centripète, dans tous nos exemples ici, en fait, c'est une force de frottement. Tu vois, ce qui me permet de tourner ici, c'est le frottement avec mon siège, avec la ceinture. Et les frottements, si imagine ici qu'on soit en statique, mon bonhomme il est assis sur son siège, il est maintenu, c'est mu S fois N. Mais s'il est sur mon siège, tu vois, je l'avais dessiné ici, qu'est-ce qu'il y a comme force verticale? Tu as la normale et le poids. Et donc, tu as que ta normale et ton poids, ils sont égaux, d'accord? Et donc ici, j'ai mu S fois le poids, en fait, puisque le N et le poids, c'est la même chose. Et le poids, c'est mg. Et c'est là que je disais, si tu oublies, bon, ça commence à être long comme équation, mais je peux simplifier mon m ici avec celui-là. C'est là que je disais que ça va dépendre un peu de qu'est-ce qui crée les forces, qu'est-ce qui crée la force centripète, mais très souvent, en fait, on retrouve la masse des deux côtés, et donc ça s'annule. Ah, ok, c'est bon, merci, monsieur. Ouais, ok. Voilà, alors là, pour l'instant, chaque fois, on a trouvé une force. Maintenant, comme je l'ai dit, vous, quand vous êtes dans la voiture, vous avez plutôt l'impression qu'on vous pousse vers l'extérieur. Si je vous avais demandé, tiens, quand vous êtes dans la voiture ici et puis que ça tourne, vous m'auriez dit instinctivement, pour la plupart, je pense, que vous aviez l'impression qu'il y avait une force qui vous poussait par là. Que d'ailleurs, vous le sentez, hein, quand je tourne vers la gauche, j'ai l'impression de partir vers la droite. D'accord? Oui, non? En fait, c'est le corps qui poursuit son chemin, non? C'est ça, c'est ça. En fait, il n'y a pas de force. C'est le corps, exactement comme tu viens de le dire, qui poursuit son chemin. Exactement comme on l'avait fait ici. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de force. Mais en tant qu'être humain, oui, Et si on tourne à gauche, on n'a pas tendance à se pencher vers la gauche ou si ça instinctivement, parce que si tu te penches vers la gauche, ouais. je vais te le faire. Du coup, il y a une force qui nous ramène vers la droite, c'est ça? Ben, c'est juste. Je vais le faire avec un vélo, d'accord? Si tu es comme ceci sur ton vélo, voilà, imagine là c'est la selle avec la roue en dessous. Et Je suis très bon en dessin, hein, comme vous voyez. Euh, Ici, pour l'instant, la normale, elle est comme ça. J'aime bien le sarcasme, monsieur. Et j'ai le poids qui est comme ceci. D'accord? ouais. Ce qui fait que si je fais la somme des deux forces, ça vaut 0 ici. Le poids et la normale, c'est pareil. Et Si j'ai envie de tourner, sachant que mon bonhomme, il avance dans la direction du plan, tu vois, il va, là, il rentre dans ma feuille, je roule tout droit. Si je veux tourner, j'ai besoin d'une force qui vient comme ceci. ouais. Comment est-ce que je peux créer cette force? Ben, le plus simple quand tu es à vélo, c'est de te pencher. Alors, je vais le refaire. Si tu te penches, ta roue, elle part comme ça, et tu es là. Mais si on se penche et qu'on tourne pas le guidon, genre il va tomber, non? Non, parce que justement, tu as une certaine vitesse. Si tu as une vitesse suffisante, alors tu vas commencer à tourner. Monsieur, Si ça tu... c'est pour mieux tourner. C'est quand? Est-ce que c'est pour mieux tourner? Oui, c'est quand tu veux tourner. À vélo, tu tournes quasi que comme ça. Tu tournes rarement la roue, sauf quand tu vas très doucement. Oui. Ouais. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai le poids, toujours vers le centre. Mais tu vois que ce que j'ai changé, et c'est la même chose quand tu te penches dans une voiture, ce que j'ai changé, c'est que mon angle avec le sol, tu Là, vois, il a il vient changé. ici. Et donc, j'ai une réaction normale qui vient comme ça maintenant. Ah, d'accord, qui est un peu Et- penché, quoi. Oui, Genre et un tu peu vois que si je fais incliné. la somme des deux, j'ai ny ici qui est égal à P.
mais j'ai une composante ici nx. Et alors là, justement, ça c'est très intéressant ce que tu dis, on va tomber, bah, ça dépend. Si vous êtes sur votre vélo à l'arrêt, votre vitesse elle est 0, d'accord? Ouais. Alors si vous vous penchez, On bah, tombe, non? on tombe, il n'y a pas d'accélération centripète. Parce que pour avoir une accélération centripète, il faut une certaine vitesse. C'est Si comme j'ai les pas motos sur circuit. Répète? C'est comme les motos sur circuit. C'est exactement Ouais. la même chose que les motos. Les motos, c'est encore plus impressionnant puisque là, ils vont beaucoup plus vite. Donc, ils peuvent se permettre de se pencher beaucoup plus. À vélo, tu fais pas du 100 km par heure, donc tu te penches pas, enfin, ou du 200 ou du 300, même pour certains. Mais donc, qu'est-ce que ça change de se penser? Ça change cette force N qui va créer, en fait, ici, mon accélération centripète. Ma force centripète, c'est Nx. Et c'est ça que je trouve très intéressant et j'espère que vous allez retenir. La force centripète, c'est pas une force en tant que telle. C'est pas comme la force qui est due au frottement, c'est pas comme la normale qui est due à un appui. C'est plutôt une résultante des forces. Donc la force centripète, c'est une force qui, comme elle est couplée à une vitesse, hein, c'est ce que je vous avais montré là-haut, là, quand j'ai une certaine vitesse, c'est une force qui a tendance à me faire tourner. Et donc si je suis avec mon vélo et que j'avance, si je me penche, il y a une force perpendiculaire à où j'étais en train d'aller, hein, j'allais tout droit, il y a une force perpendiculaire à moi, je vais donc commencer à tourner. Pareil, hein, je suis en moto, je roule, je veux tourner à gauche, bah, je vais me pencher. Et là, comme ils ont besoin de beaucoup de force pour réussir à tourner parce qu'ils vont très vite, eh ben, ils se penchent, mais ils ont le genou qui touche le sol, grosso modo. Parce que vous pouvez faire ça à vélo, mais il faut rouler très vite. Et dans votre voiture, vous allez faire instinctivement la même chose. Tiens, je sens que les forces de frottement ne sont pas suffisantes pour me maintenir. Je sens qu'il faut que j'ai une force qui m'aide à tourner. Et donc, instinctivement, je vais me pencher aussi. En me penchant, je pousse sur mon siège différemment. Et donc, ça me donne une composante qui m'aide à aller dans le sens du tournant. Oui? Non? C'est compliqué. On va faire des exercices, hein, ça va venir. Mais là, j'aimerais bien juste voir déjà si les concepts, ça va. Monsieur, là, c'est de la théorie, là. Bah, un mélange de théorie et d'exercices. Tu vois, par exemple, ceci, c'est un exercice qu'on pourrait vous donner. Ah, d'accord. Quelle est la... Je suis incliné à 30 degrés vers la gauche. Quelle est du coup mon accélération centripète? Et du coup, à quelle vitesse dois-je rouler pour faire un tournant de 1 mètre de rayon? Et du coup, monsieur, là, tantôt, quand vous avez donné l'exemple, je voulais dire l'angle, ça comptait. Du coup, l'angle, on doit le calculer avec la force centrifuge, non? Ou pas? Bah, ça dépend ce qu'on vous donne. Ça dépend ce qu'on vous donne. Si on vous demande, on pourrait vous dire, voilà, je roule, je pèse 50 kilos, je veux tourner d'1 mètre à telle vitesse, trouver l'angle. Maintenant, je pourrais aussi faire l'inverse. Je suis penché à 30 degrés, trouver la vitesse. euh, ou alors, je suis penché à 30 degrés, telle est ma vitesse, trouver le rayon de courbure. En gros, c'est simple. Soit je vous demande de trouver ça, soit je vous demande de trouver ça, soit je vous demande de trouver ça. Et trouver AC, si j'ai pas VT et R, ben, en fait, ça revient à faire de la dynamique. La somme des forces est égale à MA. Mais même si c'est en force centrifuge, on doit décomposer les forces, non? Oui, ben, on va le faire. C'est l'exercice suivant. Vous allez voir vraiment un cas concret. Ok. Ah, ben, pour l'instant, j'aimerais bien juste que vous reniez, voilà. L'accélération, ça peut faire accélérer, mais ça peut faire aussi tourner. Il y a un cas qui nous intéresse vraiment fort, c'est les accélérations qui font tourner, qu'on appelle les accélérations centripètes, qui vaut VT carré sur R. Ensuite, cette accélération centripète, c'est pas une accélération magique qui vient de comme ça, quand on tourne, il y a une accélération magique qui apparaît. C'est une accélération qui est due à des forces. Et ces forces, elles vont dépendre du problème. Si j'ai un vélo qui tourne, ça va être le fait de me pencher. Si j'ai une voiture, ça va être le fait de tourner les roues. Et plein d'autres choses. Si je prends un câble et que je le fais tourner, quelque chose comme ça, si je fais tourner ça, qu'est-ce qui fait tourner? Bah, c'est ma main qui fait toujours une force qui va tirer mon câble, et qui va permettre de faire tourner les choses ainsi, etc. Mais on va passer aux exemples. Sauf s'il y a encore une question, hein. N'hésitez pas. Monsieur, vous êtes en train de dessiner là? Non, je suis pas en train de dessiner.
Pourquoi? Parce que je pensais que mon écran il s'était figé. Ah non, 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 regarde, là je dessine si tu veux. Et monsieur, Oui. je vais essayer juste de poser une question, mais même moi, peut-être, je vais pas arriver à l'expliquer. Peut-être si vous comprenez, ça serait bien. En fait, ma question, c'est que je comprends pas quand, par exemple, sur l'autoroute, quand vous voulez changer de bande. Vous voyez, quand on roule normal avec la voiture, quand on tourne vraiment, on voit les roues tourner. Genre, quand on tourne le volant, on voit les roues tourner. Quand on est sur l'autoroute, quand on veut changer de bande, genre, on dirait on va sur une ligne. Bien sûr, on va sur une ligne droite, mais les roues, on les voit pas tourner. En fait. C'est cet effet-là que je comprends pas, en fait. Je sais pas si. Bah, c'est parce qu'en fait, en fait, tes roues tournent, mais elles tournent de 1 centimètre, même pas. Et donc, tu le vois pas à l'œil. Pourquoi? Parce que tu vois que ça va toujours dépendre du rayon avec lequel tu vas tourner. Et donc, quand tu changes de bande, en fait, si j'exagère un petit peu, ton rayon de courbure, il est comme, enfin, je le fais très mal, il est comme ça, tu vois, tu tournes très doucement. Et donc, tu as besoin d'une toute petite force. C'est pour ça qu'on dit toujours sur l'autoroute de ne pas faire d'à-coup. Parce que si tu fais une grande force, tu vas partir. Pourquoi? Parce que tu es à très grande vitesse. Ouais. Ah, ouais. Ah, d'accord. Donc, Et donc, ici, il y a 2 effets. Tu roules très vite et en plus, tu tournes très peu. ah, ouais. Donc, tu n'as quasi besoin de rien pour tourner. Donc, si on tourne, on va dire beaucoup, genre, ça va faire un grand effet, quoi. Ouais, bah, tu peux un peu le sentir. Bon, testez pas, hein, mais quand vous sortez d'une bretelle d'autoroute, parfois il y a des longs tournants. Bah là, tu sens que même à du 90, tu as besoin de beaucoup de force, c'est un peu fatigant, tu dois tenir ton volant, tes passagers ils sont écrasés contre la portière. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de symboles, ralentissez, etc. Parce que tu as besoin de beaucoup de force pour réussir à faire ça. Et qui dit beaucoup de force, tu as besoin de beaucoup de frottement. Et tes pneus, à un moment, ils sont à leur maximum. Et donc, tu as beau être un as du volant, tu as beau savoir prendre la meilleure trajectoire, etc. Il y a une vitesse maximale à ton tournant qui dépend de tes pneus. Ouais. À Et part si on a une Audi Quattro. à part quoi? Si on a une Audi Quattro. Même avec une Audi Quattro. Même moi. Mais par exemple, qu'est-ce qu'ils font en Formule 1? Je vais faire une voiture de Formule 1. Hein. Hop, voilà. Ils ont des ailerons maintenant. Pour les plaquer au sol, non? Voilà. Et ça fait quoi de plaquer au sol? Plus d'adhérence, Pourquoi ça fait plus d'adhérence? parce que ça frotte plus. Alors, et pourquoi ça frotte plus? Monsieur, Ah, et tu es Ça prêt? augmente la force. Parce que? Pour que ça glisse pas. Oui, non, mais qu'est-ce qui fait que l'adhérence augmente? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi? C'est quoi votre Mais question? aussi, il y a une ça chance frotte plus? Parce qu'il y a plus de vitesse, les monsieur. pneus ils dépassent un peu du châssis. Alors, ouais, j'ai entendu dans le tas de réponses une bonne réponse. Donc, rappelez-vous que la force de frottement, c'est μc fois N. N, c'est la réaction du sol. Donc, de base, il y a le poids. Mais si je mets un aileron comme ça, j'ai le vent qui vient pousser dessus. Et vu la forme de l'aileron, ça redirige la force vers le bas. Donc Mussi sera plus grand. Donc, N sera plus grand. Ah, N plus grand. Parce que ici, j'aurai quoi? J'ai N ici. Et là, j'ai la force due aux ailerons. Et donc, si je fais la statique selon Y, j'ai N moins P moins F égale 0. Et donc, N, il vaut le poids plus cette force due aux ailerons. Et donc, on augmente, si vous voulez, virtuellement le poids de la machine. On l'a fait qu'elle s'écrase au sol. Si elle est écrasée au sol, N augmente. Et donc, qu'est-ce qui augmente? Les forces de frottement. Du coup, monsieur, la vitesse, elle compte là, non? Vu qu'il y a le vent qui vient, qui. Oui. Ok. Il y a l'inclinaison de l'aileron et il y a la vitesse, grosso modo. Ouais. Donc ça, vous voyez qu'on peut jouer sur 2 choses pour monter les forces de frottement. Musser, ça c'est changer les pneus. Typiquement, en Formule 1, ils ont trouvé que quand on a un temps parfaitement sec, c'est rentable de ne pas mettre des pneus avec des rainures et ils roulent sur pneus lisses. Par contre, on peut aussi jouer sur N et se dire, tiens, j'ai besoin de plus d'adhérence à certains moments qu'à d'autres. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin de changer les pneus. C'est juste changer l'inclinaison d'un aileron par-ci, par-là.
Monsieur, il y a aussi le centre de gravité. Le centre de gravité, ça c'est plus pour la stabilité, pour t'assurer que ta voiture, t'as pas envie que dès que tu touches un bord, elle parte en tonneau. Et pour qu'elle parte en tonneau, c'est qu'il faut une force qui fait une rotation, d'accord? Ok. Et donc plus ton centre de gravité est haut, c'est comme quand on avait fait, si vous vous souvenez en classe, Mais c'est le pour ça que verre. le Formule 1, monsieur, ils n'ont pas les roues qui sont à chaque coin, loin du centre, quoi. Si, aussi. Mais ça, c'est juste une question de stabilité, pour que si jamais il y a un accident ou quoi, on ne parte pas dans tous les sens. Ok, d'accord. Un accident ou juste freiner trop brusquement, ou enfin, juste pour augmenter la stabilité, parce que vu les vitesses, il peut vite se passer des choses. Ok. Monsieur, tout ce que vous prenez note ici, on l'aura sur Moodle aussi, non? Oui, sauf ce que j'efface. C'est pour ça que souvent que j'essaye de garder Les trucs qu'on a le, parlé, le qui est... principal, on va Ok, dire. d'accord. Mais tout ça, je vous le mets. Donc, je sais bien que suivre en distanciel, c'est pas toujours évident. Donc, vous aurez la vidéo pour réentendre les explications et vous aurez les notes prises ensemble. Maintenant, voilà, il y a peut-être des choses, ça vaut la peine de noter s'il y a des éléments que vous avez compris, parce que c'est plus rapide de relire ces notes que de réécouter 1h20 de cours. Mais voilà, j'espère que ça vous aidera. Ok, bon, bonne chose de faite. Voilà, alors moi, c'est ce que j'aimerais bien vraiment que vous retiriez du cours de mécanique. Que vous le réussissiez, ce serait déjà génial, hein, comme ça vous avancez dans vos études et tout. Mais ça me ferait plaisir aussi que vous continuiez vos études, les arrêtiez ou n'importe quoi, que ce cours vous ait aidé à comprendre plusieurs choses. Et typiquement, tout le monde roule en voiture maintenant et comprendre un peu comment ça marche. Comprendre aussi que c'est pas une question d'être un super bon conducteur ou un mauvais conducteur, parfois de réussir certains tournants. C'est surtout une question de conditions, de la route, de la vitesse, de la courbure. Et donc, à un moment, ça sert à rien de prendre un virage rapidement. Il y a des limites. La question, c'est à quel point vous avez envie de frôler avec ces limites. Et donc, on va se lancer dans un petit exercice. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de Walibi. Il y a une attraction de foire comme ça, où vous avez un mât, et puis des chaînes qui attachent à ce mât des chaises. Et puis, on commence à tourner, et alors tout d'un coup, vous vous envolez comme ça. Vous êtes en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais, je vois, je vois. Ouais. Donc, un peu comme on a ici mon bonhomme, qui est tenu par la corde, et il est en train de bouger. Ça, justement, il y a une accélération centripète. Et on va faire l'exercice ensemble. Je vais le faire avec vous pour avancer. Euh, Ces exercices-là, ils sont dans les notes, hein, c'est pour ça que c'est l'exercice 8 de cinématique. Je vais le faire avec vous, pas besoin de lire pour l'instant. Donc la première chose qui m'intéresse, c'est d'après vous, quelles sont les forces sur mon bonhomme? Non, le vent. Il y a son poids. Ouais, je vous écoute, donc j'ai entendu le poids, le vent. La corde qui... La longueur de la corde, non, monsieur? Ouais, c'est ça. Donc il y a le poids. Le poids toujours dirigé verticalement vers le centre. Et puis, j'ai la corde qui tire ici. Alors, le vent, c'est vrai, dans la vie, il faudrait faire une certaine force qui permet de garder la vitesse parce qu'il va perdre de l'énergie à cause du frottement avec le vent, etc. D'ailleurs, vous le ressentez bien, hein, quand vous êtes là-dessus, vous sentez le vent sur vous. Ici, en mécanique, comme c'est juste une petite correction en plus qui n'apporte pas une compréhension, on va toujours la négliger. Si jamais on vous demande d'en tenir compte, ce sera noté, mais franchement, je ne pense pas que ça arrivera cette année-ci. Parce que franchement, voilà, ça change pas grand-chose. Ça fait juste que, oui, vous allez être freiné par le vent et donc il faudra mettre un moteur un peu plus puissant. Mais donc je fais Et juste... monsieur, Oui, il n'y a pas une force qui a tendance de le pousser vers l'extérieur? non, Ah, non. On va en reparler un peu après, mais non. Ici, d'accord. physiquement, d'ailleurs tu peux le voir, si je vous avais demandé de dessiner les forces, il n'y aurait que ces forces-là. Alors qu'est-ce qu'on faisait quand on résolvait un exercice de statique, après avoir dessiné les forces? On regardait On sur les le décomposait. Y.
Ouais, j'ai entendu tout dans la mêlée. On dessine les axes et on décompose. Donc là, j'ai choisi x, y par là. Donc P, il est déjà décomposé. J'ai donc ici, hop, Comment il est décomposé, monsieur P? bah, c'est juste qu'il est 100% selon y. Donc si tu veux, P, c'est PY. Ah oui, c'est Y, d'accord. Et j'ai ici TX. TX. Alors, regardons maintenant, comme on avait fait habituellement, qu'est-ce qui se passe selon Y? Et alors la première chose, maintenant qu'on est dans un chapitre un peu plus loin, à se poser comme question, c'est, tiens, selon Y, est-ce qu'on est en statique, c'est-à-dire est-ce que la somme des forces vaut 0, ou est-ce qu'on est en dynamique, c'est-à-dire que la somme des forces vaut MA? Et pour ça, il faut réfléchir au type de mouvement qu'on a. Ici, je voulais passer, je voulais passer dans Oui, dans l'énoncé, mais selon Y, on reste à la oui, même hauteur. on est. Monsieur, Oui, pourquoi la tension de la corde, elle est Ouais, c'est ma sur carte l'axe bancaire. Y aussi? ta corde, elle part comme ça, tu vois, selon la corde. Tu vois, on est dans ce sens-là. Et donc, si tu décomposes selon ton système d'axe, tu vas décomposer selon X. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur X ou pas? Oui, tu l'as ici. Oui, non? Non. Qu'est-ce qui te Parce perturbe? qu'il y a rien qui est sur le X. Ça joue tous sur Y, non? Non, Comme le parce que poids. bah, ta corde, elle a un angle. Donc, tu tires toujours dans le sens de ta corde. Et donc, si ta corde, elle a un angle comme ceci, tu vas toujours avoir une composante selon X et une composante selon Y. Mais là, on aura des valeurs sur le X. Oui, Ah, comme ça. Ah, merci. c'est... D'ailleurs, bah, on en reparle un peu plus tard. Je pense que ça deviendra un peu plus clair quand j'aurai fini un peu les équations. Mais j'en reparle un peu plus tard. Si c'est toujours pas clair, à ce moment-là, je te ferai signe et on en parle. Donc, selon Y, mon bonhomme, on va prendre le pas que il n'est pas en train de monter, il n'est pas en train de descendre, il reste toujours à la même hauteur, d'accord? Il reste toujours à cette même hauteur ici. Et donc là, comme il reste toujours à la même hauteur, il n'y a pas d'accélération selon Y, on est en statique. Ça veut dire que la somme des forces selon Y est égale à 0. Ça va pour tout le monde, ça? Monsieur, vous pouvez réexpliquer, j'ai pas compris, monsieur. Donc, on décompose selon X et Y. Là, je regarde Oui. qu'est-ce qui se passe selon Y. J'ai mon bonhomme qui se trouve ici. Et le mouvement qui suit, il va tout le temps rester à la même hauteur, comme ça. Oui. Et donc, selon Y, il ne bouge pas. Tu vois, sa position selon Y, on dira dans l'énoncé qu'il est à 2 mètres de haut. Ben, il reste tout le temps à 2 mètres de haut. Monsieur, et si on accélère plus vite, il va pas monter. Si on va plus vite, il va monter. C'est la dernière question de l'exercice, justement. Ok. Et j'ai une autre question, monsieur. Et là, on prend comme s'il était statique, alors il bouge plus, alors. Quand on fait Statique, l'exercice ici. selon Y. Selon D'accord. X, il va être en dynamique, il va bouger. Tu vois d'ailleurs qu'il va aller à droite, et puis à gauche, et puis à droite, et puis à gauche, Ok. et puis à droite, et puis à gauche. Mais D'accord. selon Y, il reste tout le temps à la même hauteur. Ah oui, d'accord. Ça va? C'est un peu comme si je prends ma corde, que je la fais tourner comme ça, je reste tout le temps à la même hauteur selon Y. Selon X, ça bouge, hein, vous voyez, mais selon Y, c'est la même hauteur tout le temps, tout le temps. C'est pas comme s'il allait en bas, puis regardez, par exemple, ceci, c'est un mouvement où selon Y, ça change. Vous voyez, il est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Là, Y, il est dynamique. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Ok. Hop là. Et donc, si on est en statique, ça veut dire que ma somme des forces selon Y vaut 0. Est-ce que vous pourriez me refaire, c'est quoi la somme des forces si j'enlève les vecteurs? Qu'est-ce que j'ai comme force selon Y? On a TY. TY et moins P. Voilà, moins P égale 0. Et donc ici, j'ai TY égale P. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Monsieur, moi, j'arrive pas à Oui, oui. comprendre pourquoi moins P. J'arrive pas à le visualiser, monsieur. Tu as P, ton il part axe négatif, il va vers le bas. Y dans ce sens-là. Donc toutes les flèches qui vont vers le haut, C'est c'est plus. positif. Et toutes les flèches qui vont vers le moins,
Vers le bas, c'est négatif. P, il est vers le bas ou il vient vers moi? Ou il vient vers nous? P, il va vers le bas. Ah, T'es ok, attiré d'accord. par t'es attiré par le sol, si tu veux, par le Ah, centre de ok, la ok. Terre. Et du coup, monsieur, par exemple, quand on a choisi l'axe des, on va dire, comment on va représenter les X, Y, on ne doit pas aussi représenter le sens, genre De dire rotation? si, ouais, non, par exemple, dire si il va en bas, c'est moins, s'il va en haut, c'est plus, ou ben, Bah, c'est ce que tu fais, tu vois, avec ta petite flèche. Tu vois, tu dis Y, c'est par là, et le sens des plus, c'est par là. Tu vois, c'est ce que dit la flèche. Ta flèche te dit que le sens positif, il est dans le sens de ta flèche. ah, Pareil ici. ok. En même temps, en choisissant l'axe les axes, quoi, système d'axes, on fait en même temps Ouais. si c'est D'ailleurs, positif, négatif. voilà. D'ailleurs, tu as toujours écrit, tu vois, 1, 2. Tu vois que par là, ça augmente, c'est Ouais. positif, et par là, ça diminue. -1, -2. Ouais. Hop. Ouais. Rien n'est fait au hasard. Ok, alors. Le poids, c'est égal à quoi en formule? M fois G. M fois G. Et j'aimerais bien écrire TY comme T fois le cosinus ou le sinus de quelque chose. Alors, je vais donner un angle ici. Alpha. TY, c'est T fois cosinus ou sinus d'alpha? Pardon. TY. L'angle, il est où? Donc, j'ai L'angle, ici, il est où? Cosinus. j'ai TX ici, j'ai l'angle alpha là, et j'ai TY ici. Et alors, c'est opposé. Oui, c'est l'opposé. Donc, TY qui revient ici. Donc, comme c'est l'opposé, Ah ouais. c'est le sinus. D'accord? Donc, je vais le remettre ici. Hop là. Voilà, comme ça, vous le l'avez dans les notes. Ok. Est-ce que je sais faire quelque chose avec ça? Pour l'instant, non, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas la masse, j'ai pas l'angle, j'ai pas T. On n'a Moi, pour aucune l'instant. information, non? Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. En fait, on a la masse, ça c'est donné dans l'énoncé, mais c'est tout. Maintenant, on va regarder donc ce qui se passe selon x. Alors, je vais juste appeler cette équation-là l'équation 1, parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin de nouveau. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe selon x. Alors, selon x, est-ce que j'ai la somme des forces qui vaut 0? Non. Non. Non, je suis donc en dynamique. Parce qu'il tourne. Ouais, j'ai resté place. Parce qu'il tourne, parce que aussi on voit clairement qu'il y aura juste tx. Donc il y a deux manières de le voir. Donc la somme de mes forces, elle vaut m fois a. C'est quoi les forces que j'ai selon selon x, pardon? C'est TX. C'est tx. Et ça, c'est égal à quoi? Égal à M fois A, c'est ça? Égal Égal à m à. fois a. Voilà, vous avez fait votre premier exercice de dynamique. Vous voyez qu'en soi, ça ressemble très fort à la statique. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas faire égal à 0, mais égal à ma. Alors, je vais faire le même jeu qu'au-dessus. Je vais remplacer. Pourquoi TX est égal à M fois A? Parce qu'on est en Oui, moi dynamique. aussi, Donc j'ai la pas compris, somme des monsieur. forces, ça c'est la loi fondamentale de la dynamique. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. C'est la formule de base. Donc ici, c'est la somme des forces. Et ici, c'est la masse fois l'accélération. Alors, c'est quoi la somme des forces? Ben, si on regarde selon x, la seule force que j'ai, c'est tx. Et donc, je vais juste écrire tx. C'est comme tantôt, j'avais écrit mes sommes des forces selon y, j'avais ty moins p. Ben, ici, j'ai juste tx et c'est tout. Mais au lieu de dire que c'est égal à 0, je dis que c'est égal à ma parce que je suis en dynamique. Oui, non? Peut-être? Là, j'ai compris, monsieur, merci. Ouais, Ouais. monsieur, moi aussi, j'ai compris. Ok, super. Alors tx, j'ai comme d'habitude envie de l'écrire comme t fois sinus ou cosinus de quelque chose. Cosinus Mais alpha. faut choisir l'angle, non? Non, c'est sinus. Sinus. Cosinus.
cosinus. Si je C'est cosinus, ouais. Vous Il est voyez, ici, c'est le adjacent. côté adjacent. Le TY, c'était le côté opposé. Et donc, l'adjacent, c'est cosinus. Égale AMA. Alors, dans l'énoncé, on vous demandait de trouver A. On vous demandait de trouver l'accélération. Et donc, ici, je pourrais dire que A, c'est égal à T fois cos alpha sur M. D'accord? J'ai juste fait passer le M ici en dessous pour diviser et isoler le A. Et là, on a isolé le A, l'accélération. Oui, c'est ça. Moi, là-dedans, j'ai deux inconnus. La masse, comme je vous ai dit, en fait, on la connaît, mais j'ai deux inconnus. J'ai l'angle alpha et T. J'aimerais bien n'avoir qu'une inconnue, et pour ça, je vais employer l'équation 1. L'équation 1, je peux isoler T. J'ai T égale M fois G sur sin alpha. D'accord? Là, j'ai juste pris mon sin alpha et l'ai enlevé en divisant de l'autre côté. Et donc, mon équation 1, ça va être celle-ci, en fait. Ça va? J'ai toujours tout le monde? Non, monsieur, vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît. Donc, l'accélération, on a trouvé que c'était T fois cos alpha divisé par M. Ça va, ça? Ouais, là, ça va. Oui. Ça, j'aimerais bien remplacer dedans mon T par quelque chose. Donc, j'aurai fois cos alpha divisé par M. Mais ici, j'aimerais bien remplacer le T. Et je vais le trouver grâce à ce que j'avais fait selon Y. Selon Y, j'avais T fois sin alpha ici égale mg. Et donc, je vais isoler T pour pouvoir le remplacer en dessous. Je vais donc écrire que T. Je vais enlever le sin alpha et le mettre là. Ok, Et d'accord. donc, T est égal à mg fois sin alpha. Ok. Donc, du coup, monsieur, si on veut chercher A, on met A est égal à mg fois cosinus, quoi, divisé par sinus alpha, l'angle, fois m, c'est ça? C'est ça, voilà. Ici, j'ai remplacé. Je remplace T par l'équation 1. Et alors, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? J'ai mes masses qui se simplifient. Vous voyez que donc, en fait, peu importe la masse, ce sera la même accélération pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sin alpha sur cosinus alpha, c'est tangente alpha? Ouais. Ouais. Alors du coup, ça devient égal G sur tangente alpha. Ouais. Oui? Vous avez dit sinus sur cosinus, c'est tangente, mais sur ce qu'on a, c'est cosinus sur sinus, non? Oui, bah donc, cosinus alpha sur sinus alpha, c'est 1 divisé par la tangente d'alpha. Si j'inverse, ça veut dire que si je mets le tangente alpha en haut, ça fait tangente alpha, égale, et puis alors ici j'ai un toi si je fais le produit croisé, tangente alpha il monte, sinus alpha il monte, et cosinus alpha il descend. Monsieur, dans notre cas, l'inconnu, c'est A, en fait. On cherche A. Oui. Et T, c'est égal à M fois G divisé par sinus de X. C'est ça. De sinus de alpha. Un sinus d'alpha, d'accord. Ouais, c'est ça. T'as compris pour le tangente de alpha? Je sais plus qui posait la question. J'ai compris. Ouais, ok, super. Alors maintenant, il faut trouver alpha. Alors pour ça, je vais refaire le schéma. Là, vous ne pouviez pas le trouver avec ce que je vous ai donné, hein, mais dans l'énoncé, on vous dit le mât, il fait 5 mètres. La corde, elle fait 5 mètres. Et je suis à une hauteur
de 2 mètres. Et mon angle alpha, il est là. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait trouver alpha? Je sais qu'il faut faire ce SOHCAHTOA, mais lequel, je sais pas. Bah, pour l'instant, tu vois, ici, on a un triangle rectangle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ouais. Et monsieur, Oui. vous voulez dire comment on peut trouver l'angle alpha, mais ça dépend selon X, selon Y, non? Ou bien on le trouve avec les deux? Selon X ou Y. Genre là, vous demandez de trouver... Ah non, non, j'ai confondu. Non, j'ai confondu. Ok. Donc, On peut trouver le 4 mètres, monsieur. on peut trouver le? Vous voyez le sommet du alpha et la perpendiculaire de la Ceci? Non, de l'autre, c'est là en dessous. Ici? Oui, voilà. On peut trouver ça, je crois que c'est 4 mètres. Et comment tu sais que c'est 4 mètres? J'ai dit, comme le poteau est de 5 mètres et la hauteur est de 2 mètres, j'ai fait 5 moins 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Et pour arriver 5 au carré, ça fait 16 au carré. Ah, Ouais. 4 au carré. Et donc, tu as fait une chose d'abord, donc c'est juste, hein. Donc, tu as fait une première chose qui est intéressante, c'est de se dire que ce côté-ci, il fait 3 mètres. Ça va pour tout le monde, puisque on avait le grand côté Ouais, qui fait 5 mètres. il a soustrait de 2 mètres, quoi. Voilà. Et ce qu'il a dit après, c'est que si j'appelle ce côté-ci X, j'ai Pythagore. Pythagore, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que x carré plus le 3 mètres au carré, c'est égal à 5 au carré. Ça va, ça? Dans un triangle rectangle, la somme du carré des côtés opposés à l'hypoténuse est égale au carré de l'hypoténuse? Oui. Monsieur, le 5 mètres il est donné dans l'énoncé. Oui. Tout ce que j'ai écrit en noir est donné dans l'énoncé. Ah, d'accord. Et donc ici, j'ai que x carré est égal à 25 moins 9. Ça fait 4. Ça fait 16 et donc x vaut Ah 4. non, ouais, ça vaut 4, ouais, voilà. Donc ici, on sait qu'on a x qui vaut 4 mètres. Ok, comment est-ce que je trouve mon angle alpha? Opposé à hypoténuse, c'est SO. Voilà, en fait, comme vous avez les trois côtés, vous pouvez choisir SO, K ou TOA. Alors, je vais vous proposer quelque chose d'un peu fou, mais tout marche. Vous aurez pu faire avec SO, trouver l'angle qui vaut 36,8 et remplacer. Moi, je vais vous présenter quelque chose d'intéressant. Mais si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez oublier. Je vais employer TOA, d'accord? Tangente alpha, c'est égal à l'opposé qui vaut 3 sur l'adjacent. D'accord? Ça, c'est en employant TOA. Et du coup, j'ai pas besoin de calculer ce que vaut alpha. Parce que si je regarde ici, c'est G, et puis tangente alpha, ben, c'est 3/4 du coup. Vous voyez ça? J'ai pas compris, moi. Quart tangente alpha égale 3/4. Donc, Ouais, c'est clair, c'est bon, monsieur. j'ai trouvé les trois côtés. Alors, normalement, je pourrais chercher l'angle. Mais ici, en fait, je ne cherche pas l'angle. Je cherche que vaut la tangente de l'angle. Ben, la tangente de l'angle, c'est l'opposé sur l'adjacent. Ben, en fait, ici, j'ai l'opposé, j'ai l'adjacent. Donc, la tangente de l'angle, c'est 3/4. Même pas besoin de le taper à la calculette. Maintenant, j'insiste, si vous ne voyez pas ça, vous auriez pu faire, par exemple, avec le sinus et dire, OK, je trouve alpha en prenant l'arc sinus et après, vous injectez dans votre équation. Donc, cela, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas toujours besoin de calculer l'angle puisque c'est la tangente qui m'intéresse, mais tout marche.
Et on peut pas le remplacer par le 9,81. Le petit g, si, on va le faire maintenant, mais je vais prendre avec 10. Et donc ça fait... Hop. Ici, si je calcule, avec g qui vaut 10, ça fait 13,3 mètres par seconde au carré. Monsieur, je vois pas ce que vous êtes en train de d'écrire. Je sais pas si c'est ma connexion ou... En bas à droite, tu vois pas le 13,3? Ah, il vient de s'afficher. Ah Ah, ok, ok, il y a bah, il y un a un petit décalage. décalage. Ouais. Décalage, ok. Ok. Dis-moi si ça devient vraiment pénible. Là, pour l'instant, j'écris pas. Donc, ici, résumons un peu cet exercice. Ça va. Dans cet exercice, j'ai dessiné les forces. Je les ai décomposées. Et après, ce qu'on va faire quasi pour le reste de l'année, à part quand on sera en énergétique, c'est on va décomposer toujours dans un cas où c'est statique et l'autre cas où c'est dynamique. Vous voyez, ici, selon Y, c'est statique. Selon X, c'est dynamique. Est-ce que vous vous souvenez des plans inclinés? Regarde, là, je dessine un peu. Quand on avait des masses comme ceci. Ça vous rappelle quelque chose, Oui. ça? Oui. Ben, on choisissait notre système d'axes Selon le plan incliné. comme ça. Ben, ici, c'est un gros avantage. Parce que selon X, il y a un mouvement. On sera en dynamique quand ça tombera, etc. Là, pour l'instant, on est en statique, donc on s'en foutait. Mais selon Y, vu qu'il est mis comme ceci, vous voyez que ma masse, elle va pas bouger comme ça. Elle va pas bouger selon Y. Elle va pas s'enfoncer dans le plan incliné ni sortir du plan incliné. Et donc ici, selon Y, on est en statique. Selon X, on est en dynamique. Vous voyez ça? Mais du coup, monsieur, il faut bien choisir système d'axe. Parce que si Voilà. on fait un autre, c'est... Si tu faisais un autre, tu aurais... Tu vois, avoir la somme des forces qui vaut 0, c'est quand même bien cool. Ça permet de trouver vite des choses. Là, vous voyez, la MA, c'est pas cool. Alors ici, on aurait la somme des forces qui vaut 0 selon Y et qui vaut MA selon X. Donc on a bien une partie statique, une partie dynamique. C'est comme ça qu'on va choisir nos axes dorénavant. Et c'est pour ça qu'on vous avait déjà un peu habitué à le faire pour les plans inclinés. Ok, donc là... Et monsieur, oui, comment vous avez trouvé 13,3? j'ai fait... je vais le réécrire ici comme j'ai pas beaucoup de place. Donc, c'était G divisé par 3 quarts. G, c'est 10. 3 quarts, c'est 0,75 et j'ai tapé ça à la calculette. Comment vous savez que ça fait 10, monsieur G? Parce qu'on vous le donne dans l'énoncé. C'est la Ah, gravité. ok. Soit dit, On est tu deux. pouvais prendre 9,81, hein, c'est pareil. D'accord. Moi, en classe, je prends quasi toujours 10, sauf quand je donne quelque chose d'autre. Ok. Alors, revenons un peu en arrière. Ici, donc, on vous demandait, la première partie, c'était de tracer les différentes forces. On l'a fait. Et la deuxième partie, c'était de trouver l'accélération. Alors, 40 tiers, c'est 13,3. Hein. C'est la même chose. Maintenant, on vous dit, OK, bah, je sais que ma personne, elle est en train de tourner. Et donc là, j'aimerais bien revenir à ce que quelqu'un a dit tantôt. Est-ce qu'il a une vitesse ou pas? Parce que ici, il y a une force selon X. Ben, ici, rappelez-vous, selon X, on avait juste Tx comme ceci. Imaginons que votre bonhomme, si vous regardez la caméra, ma caméra, je le prenne et je le mette comme ça, à la hauteur, là, comme on voit. Mais que je le prends juste, je ne lui donne pas de vitesse. Ben, il va faire quoi? Il va tomber, comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Si je le monte juste, sans vitesse, Il il va tombe. revenir à sa position initiale. Ouais, c'est ça. Bah, Monsieur, vous êtes en train de dessiner quelque chose dans... non, je faisais à la caméra. Ah, parce que moi, je vois pas votre caméra. Ah, y a pas moyen de changer ta vue? Les autres, ils voient leur caméra ou pas, en fait? moi, Vous cliquez à chaque fois, quand vous montrez à la caméra, il faut vous cliquer dessus pour agrandir. Ok. Bah, je laisse tout le monde regarder ma tête.
Tout le monde me voit? Ou vous Non, cherchez encore? non, non. Non? Non, Donc, monsieur. si vous allez dans Teams, normalement, vous pouvez voir ma tête en cliquant dessus quelque part. En bas à Après, droite peut-être chez moi. sur le blaze du prof. Même ça, on n'arrive pas, monsieur. Moi, j'arrive pas. Ok, bah, je fais un partage. Là, vous voyez ma tête un peu plus grand? Oui. Là, Oui? ça va. Ouais. Ouais, ok. Donc, je disais, si vous imaginez, vous voyez mon bic ici? Ouais. Que je Oui. prenne mon bonhomme et que je le monte. Mais qu'il n'a pas de vitesse, qu'est-ce qu'il va faire si je le lâche? Il va revenir. Il revient. Ah. D'accord? Ce qui est très différent que si je le monte et que je lui donne une vitesse. Alors, il va commencer à tourner comme ça. Alors, je vais repasser au slide. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais dessiner. Ici, en fait, si j'ai juste une vitesse comme ça, Tx, hein, c'était la tension. Si j'avais que ça, on a vu que mon bonhomme, il reviendrait ici. Et on se retrouverait là. Donc c'est là que c'est important de se dire, il n'y a pas que la force qui joue. Si jamais j'ai que cette force-là Tx, c'est une force qui me ramène mon bonhomme. Comme quand j'avais fait mon mime, on le lâche et il vient de nouveau près du mât. Par contre, s'il a une vitesse ici, alors c'est très dur à dessiner, déjà je vais changer de couleur parce qu'on voit rien. Mais si j'ai une vitesse ici tangentielle, c'est-à-dire qu'il est en train de tourner, vous voyez, il va tourner comme ça, et ainsi de suite. Alors là, ma force, elle va avoir tendance à changer sa vitesse. C'est une force qui va être centripète. Donc ça, c'est chaque fois mon accélération centripète qui fait changer la direction de mon vecteur vitesse. Et ça, on a vu que, donc pour le point 3 ici, l'accélération centripète, c'est égal à Vt carré sur R. D'accord? Donc je vais changer et revenir sur un dessin à part pour réfléchir un petit peu à ce qui se passe. J'ai ici Tx. On avait trouvé que l'accélération centripète, c'était 13,3333 mètres par seconde carré. Mais je sais aussi que l'accélération centripète, c'est Vt carré sur R. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient ce que valait R? R, c'est donc la distance ici. C'est le rayon, non? Oui, c'est le rayon. Et qu'est-ce qui vaut dans cet exercice-ci? C'est la distance entre le bonhomme et le truc, non? Ou pas? C'est la distance entre le bonhomme et le mât, oui, de fait. Donc, c'est cette C'est 4. distance-ci. C'est 4. Voilà, c'était 4. Rappelez-vous, on avait trouvé ça par Pythagore, où je disais que 3 au carré plus 4 au carré, c'est égal à 5 au carré. Et donc, ici, si je remplace, j'ai 13,3333 mètres par seconde carré. Ça, c'est assez, hein, qui est égal à Vt carré sur 4. Et ça, c'est mon R. Ça va pour tout le monde? Oui. Et donc, je peux trouver... Monsieur, du coup, le Vt carré, on le remplace par 13,3, c'est ça? Ou non? Non. Le 13,3, c'est l'accélération centripète, c'est pas la vitesse. Ah, d'accord. Ah, Là, non, on cherche quelle doit être ma vitesse ici de mon bonhomme pour que ça tourne. Parce que si j'ai pas cette vitesse-là, en fait, mon bonhomme, il va revenir vers le centre. Alors, on va vite le calculer. Donc, si je résous, j'ai Vt qui est égal à racine de 4 fois 13,3. Alors, je vais vite le faire. C'est la racine de Ouais. 53, je crois. Ça fait 7,3 mètres par seconde. Ça fait combien de kilomètres par heure, ça?
Ça fait beaucoup. 26,28 km/h. Oui, 26. Moi, j'ai pas arrondi mes chiffres, donc j'arrive à 29, mais c'est pareil. C'est pas 26 208, monsieur. On doit Non. mettre le virgule. Ouais. Ouais, c'est fois 3,6. 3,6, ça. Ouais. J'ai calculé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon bonhomme, on sait à quelle hauteur il est. On sait tout ça. Parce qu'on vous dit qu'il est à 2 mètres du sol, etc. Et donc, on sait l'accélération qu'il subit. Là, c'est vraiment défini par les forces. C'est 13,3 mètres par seconde au carré. Et puis là, si on sait qu'il est à cette hauteur-là, il peut se passer deux choses. Soit on est à 26,29 km/h. Alors, mon bonhomme, il reste parfaitement à cette hauteur-là dans un cercle. Parce qu'il a la vitesse qu'il faut pour tourner. Soit, imaginons que ma vitesse, elle soit plus petite que 7,3 mètres par seconde. Imaginons qu'on soit par exemple à 5 mètres par seconde. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas une vitesse suffisante pour qu'il reste en mouvement circulaire. Et donc, mon bonhomme, au lieu de faire tout le cercle comme ceci, Il sera plus près du mât, non? il va se rapprocher du mât. Il va faire une spirale comme ça. C'est d'ailleurs ce qui se passe. À la fin, on ralentit. Et donc, petit à petit, il va se rapprocher du mât. Alors là, on arrive ici. Là, ma vitesse, elle vaut 0. Si j'étais à 5 mètres par seconde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rapprocher du mât. Et puis, à un moment, je serai à un endroit fixe. Ça, c'est ce qui se passe si la vitesse diminue. Si la vitesse augmente, bah, je vais m'éloigner du mât. D'accord? C'est un peu ce qui se passe avec les astéroïdes aussi. Il y a la Terre ici. Mon astéroïde, il arrive. Il est attiré par la Terre, il commence à tourner. Mais il n'est pas attiré suffisamment pour être capturé par la Terre. Et donc, il part comme ça. Si j'ai un astéroïde qui arrive ici. Par contre, s'il arrive trop doucement ou avec un mauvais angle, il pourrait faire quelque chose du style... Donc, pour résumer cet exercice, l'accélération centripète, c'est vt carré sur r. Et on voit que dès que ma vitesse change, bah alors mon rayon doit changer, si j'ai la même accélération. Ou alors mon accélération change. J'ai vraiment un jeu tout le temps. Tantôt on voyait ça avec la voiture, mais j'ai un jeu de compensation entre ah bah j'ai une bonne vitesse avec un bon rayon, ok, je reste au même endroit. Ma vitesse diminue, j'ai donc besoin d'un rayon plus petit, et donc je vais à un plus petit rayon. Ma vitesse augmente, ah bah, j'ai besoin d'un rayon plus grand, et donc je vais à un rayon plus grand, etc. Monsieur, Oui, vous pouvez pas revenir à la page précédente parce que j'avais pas terminé de noter. oui, je vous les donnerai, hein, de toute façon, mais pas de souci. Ok. Hop, voilà. Voilà, et ça conclut l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions dessus, des choses que vous n'avez pas comprises, voilà, d'autres points que vous aimeriez bien aborder? Non, pour l'instant, c'est clair, monsieur. Ok, super. Alors, est-ce que je peux avancer ou tu as envie encore de prendre des notes? Non, c'est bon, ça va. C'est bon? Ok. Alors, il reste 3 minutes au cours. Et monsieur, Oui, je voulais vous demander, mais peut-être vous allez revenir 3 pages en arrière, genre la première page là où vous avez écrit, vous avez trouvé AC 13,3. Je sais pas Mhm. si vous pouvez revenir. Vite oui, fait. voilà, j'y suis. Mais j'ai pas vu. Ah, ça va. Ouais. C'était juste j'ai sauté. Ça va. C'est bon? Pas Ouais, d'autres questions? bon, ça va. Ok, cool. Merci. Alors, pour la fois prochaine, je ne vais pas faire l'exercice 9 et 10 en classe. Maintenant, j'aimerais bien que vous le fassiez chez vous. Ça, c'est le 9, ça, c'est le 10. Ils sont dans les notes de cours hein, sur Moodle. Sachant qu'ici, il ne faut vraiment pas vous casser la tête. Je vais le faire très vite avec vous
pour le 9, c'est que vous avez une voiture qui tourne autour d'un rond-point. Donc j'ai ma voiture, j'ai mon rond-point, et elle tourne. Là, on vous dit dans l'énoncé que sa vitesse est de 30 km/h. On vous dit aussi que son rayon de courbure, c'est 24 mètres. Donc j'ai ici R égale 24 mètres. Et après, on vous demande quelle est l'accélération. Alors, l'accélération, comme ici on a un mouvement circulaire de rotation, ça va être une accélération centripète. Et donc ça va être VT carré sur R. Ici, il faut faire attention aux unités. Là, j'ai des kilomètres par heure, ici j'ai des mètres. Il faut tout mettre en mètres par seconde. Et donc, je vais diviser par 3,6. Et puis, vous injectez juste dans la formule. Ça va faire 30 divisé par 3,6 au carré sur 24 et vous avez votre réponse. Voilà, l'accélération centripète, j'ai été un peu vite, hein, comme il ne reste pas beaucoup de temps. L'accélération centripète, l'avantage c'est que c'est tout le temps la même formule, VT carré sur R. Et donc il n'y a pas de... Ça peut pas être très compliqué comme exercice en fait. Ce qui est parfois un peu compliqué, c'est de mettre les forces, mais ça c'est plutôt de la dynamique. Mais vraiment, ce qui est accélération centripète, c'est tout le temps la même chose. Oui? Celui-là, j'ai vraiment rien compris. Vous avez été trop vite. Bah, essayez de le faire chez vous. Je le laisse juste comme ça. Comme ça, vous l'avez dans les notes pour vérifier quand vous le ferez chez vous. Mais je suis convaincu que tu y arriveras. Et si tu n'y arrives pas, recontacte-moi. D'accord? Je continue maintenant l'exercice 9 avec la force. Et pour la Je vois force, pas trop comment. donc si j'appelle ça le 1 et ceci le 2. Le 2, j'ai juste la force centripète, c'est MA. Et donc ici, j'avais 800 kg qu'on te donnait dans l'énoncé, fois 2,89. Et ça fait 2315 Ok, je vois, merci monsieur. Newton. Voilà, c'est juste de l'application de formule. Donc je vous le donne comme ça vous avez un mini correctif. Essayez de le faire. Comme je dis, hein, ceci sera mis, souvenez-vous, sur Moodle tout en bas, dans le livre au nom de votre groupe. Donc faites-le à tête reposée et à mon avis, ça suffira pour vous aider. Et je vais faire la même chose pour le 10. Le 10, c'est une essoreuse. En fait, vous savez quoi? On fera le 10 en classe la fois prochaine plutôt. Faites le 9 à la maison pour bien vérifier que vous avez compris. Et essayez de faire le 10. Le 10, il vous faut juste ce rappel-ci. C'est que VT, c'est égal à oméga R. La vitesse tangentielle, ici, c'est égal à la vitesse angulaire fois le rayon. Et avec ça, ça devrait aller. Et puis après, vous avez juste à employer que AC, c'est VT carré sur R, sans oublier ceci. Si vous avez dit on va le faire en classe. Ces deux exercices-là, faites-les chez vous. Avec ceci, normalement, ça devrait suffire. Mais si la fois prochaine, je ne sais plus quand on se voit, demain ou après-demain, après-demain, je pense. C'est en live, hein? Oui, en live aussi. Hmm. Il n'y a pas de souci, je peux répondre à des questions là-dessus. Mais essayez, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Vraiment, vraiment pas. Ok. Je vais m'arrêter là. Je vais mettre tout ceci sur Moodle. C'est vendredi qu'on se revoit, monsieur. Ah, ok. Parfait. Est-ce que vous voyez où tout trouver sur Moodle ou pas? Ou j'ai montré ça au début? Non, vous pouvez montrer, monsieur, comme ça on est sûr. Ça marche, je remontre. Hop. Donc, quand vous arrivez sur le Moodle, vous arrivez sur cette page-ci, vous pouvez cliquer sur Live ici à droite. Ça vous amène tout en bas du Moodle, ici. Donc, une autre méthode, c'est vous êtes en haut, vous descendez tout en bas. Et là, vous avez des bouquins avec vos groupes. D'accord? Vous êtes le A2.
Alors pour l'instant, j'ai encore rien mis, mais je mets ça ce soir maximum. Je vais faire avec le B2 parce que vous aurez plus ou moins la même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le B2? Vous avez un livre avec ici les chapitres. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Avec la vidéo du cours et les notes. Et donc, si vous voulez, vous pouvez même aller dans le B2 et vous verrez qu'il y a les notes. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait, hein. Bon, comme c'est du live, chaque fois, ça dépend un petit peu Ah, c'est cool ça. de ce qu'on fait. Ici, voilà, il y a d'autres Ça, exemples. c'est cool, hein. C'est parce que si on comprend pas avec l'un, on peut aller sur l'autre. Voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres explications, d'autres questions. Vous voyez ici, ils m'ont posé une question avec un seau d'eau. Donc, ça dépend d'un cours à l'autre. Et ici, vous avez la correction pour l'essoreuse. Donc, si vous allez dans le groupe B2, vous avez déjà ça, tout ceci. Et sinon, chez vous, la vidéo va arriver. Dès que je l'ai enregistrée, je la mets là et vous aurez la même chose pour votre groupe avec les slides, comme j'ai fait ici, et votre vidéo. Et vous pouvez voir. Par contre, je vais pas m'amuser à mettre des signets chaque fois parce que ça prend trop de temps. Soit vous avez été au cours, vous savez de quoi on a parlé, plus ou moins. Ça va? Merci, monsieur. Oui, oui, merci. Ok. Je vais vous laisser alors, comme on a déjà dépassé de 4 minutes, désolé. Je suis juste intéressé par savoir ce que vous avez pensé. Alors, je vais interrompre l'enregistrement. Hop.